Yannick Alain a eu un parcours scolaire pour le moins singulier et pas dans le bon sens du terme. Tu sais, t'as ton bulletin qui parle à dire alors donc moi c'était nul en maths, nul en français, nul en géo, nul en sport. Ah oui, à ce point-là. Ah vraiment, j'étais vraiment nul du tout. À l'âge de 22 ans, il a fait un travail alimentaire qu'il détestait à cause notamment des méthodes douteuses employées par son patron qu'il a même menacé physiquement. Il m'a dit ouais, vous êtes la honte de ce métier, vous êtes un bisounours, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. Il m'a vendu des trucs, mais j'avais 22 ans. Moi, tu sais, t'es hyper influençable à 22 ans. Après cette mauvaise expérience, il collabore avec plusieurs multinationales. Je travaillais dans le monde du high-tech. Okay. Je travaillais pour Orange, Toshiba, Microsoft, toutes ces grosses boîtes qui me faisaient rêver, moi. Mais il ne se sent pas à sa place et sent qu'il est appelé à vivre sa propre aventure. Je sens que je suis de plus en plus à l'étroit dans le poste dans lequel je suis. Et c'est alors qu'il a un accident. Et là, je me casse la jambe, je suis obligé de m'arrêter pendant 4 mois. Il en profite pour quitter l'entreprise pour laquelle il travaillait et se retrouve de nouveau au chômage. Il décide alors de faire quitte ou double et investit carrément entre 20 et 25 000 euros dans diverses formations pour devenir entrepreneur. Je mets 20 000 euros, 25 000 euros à l'époque, cette année-là, dans des formations diverses et variées. Ouais. Je vais à tous les séminaires. Ah oui, en plus c'était ton argent personnel là. Ah oui, là c'est mon argent personnel. Tu étais toujours directeur commercial. Non, j'ai démissionné. Après s'être lancé sur le web et conscient de ses limites, il décide de s'associer avec un grand nom du développement personnel. Et comme moi je pense que je ne suis pas le meilleur, je me dis, associe-toi avec quelqu'un qui est le meilleur en développement personnel, en neurosciences, en tout ça. Et là, à ce moment-là, je rencontre David Lefrançois grâce à Martin. Et ça cartonne, car les deux partenaires font 700 000 euros de vente à leur premier lancement de produit. On lance et on fait 700 000 euros avec ce premier lancement. Et ensuite, enchaîne les lancements à succès. On a fait 1,6 million. Ah, c'est beau. Ouais. C'est pour montrer un peu ce qu'on peut faire. Dans cette interview, nous verrons comment passer d'un boulot alimentaire horrible à une entreprise que vous avez créée et qui est parfaitement alignée avec vos valeurs. Comment pallier ces insuffisances en s'associant? Comment s'associer avec un des meilleurs dans un domaine alors qu'on est soi-même un nobody? Savoir quand il faut investir en soi pour passer au niveau suivant. Comment devenir un excellent vendeur même quand on est timide? Comment évoluer vers son but malgré les difficultés? Comment mettre son business au service de sa vie et bien d'autres choses encore? C'est parti! Ils sont ceux qui explorent des mondes inconnus. Elles sont celles qui découvrent des chemins méconnus. Ils refusent de vivre une vie futile et ils rejettent les diplômes inutiles. Ils se disent pourquoi pas tenter l'entrepreneuriat, créer une pensée différente pour mener une vie attrayante. En se créant leur propre aventure, ils laissent leur signature. Intelligents et diligents, on les nomme rebelles intelligents. À tous ces iconoclastes, bienvenue dans votre podcast. Yannick, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Là que tu es venu de Toulouse exprès quand même, dans ce Airbnb à Paris pour faire cette interview. Ça me fait super plaisir d'être avec toi. Donc rien que pour le fun, déjà c'était cool de venir, vraiment. Excellent. Et tu vois, j'adore. Merci pour l'invitation. Bah oui, écoute, ça fait plaisir. Et j'adore démarrer ces interviews par la même question. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une vie atypique? Ouais, quand même. Oui, vraiment. Tu sais, déjà, je suis un peu infopreneur quand même. Je vis ma vie dans les avions, je voyage énormément, je fais des conférences. C'est quand même une vie non seulement atypique, mais je pense aussi très privilégiée, vraiment. Donc infopreneur, tu peux définir rapidement pour les gens qui connaissent pas? Oui, parce que en fait, moi, je me fais connaître au travers d'Internet. J'ai une école de formation sur le web où j'enseigne la vente, le réseautage et le business. Et donc, j'ai une école qui est assez implantée et assez connue, qui s'appelle la Neuro Business School. Et voilà, et donc du coup, je vends par Internet. Je livre aussi une partie par Internet et je fais des conférences après pour me faire connaître. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, c'est une vie qui somme toute quand même est très très atypique selon moi. Je me lève pas le matin avec un réveil, tu vois. J'ai éliminé tout ce qui m'ennuyait et puis j'ai une belle vie, je trouve. Voilà, une vie pleine d'abondance, une vie avec des amis, plein de potes, voilà, je trouve en tout cas que je me sens extrêmement privilégié. Oui, tu as l'impression d'avoir un business qui est au service de ta vie finalement. Ouais, je crois. Et tu vois, je l'ai compris il y a peu de temps dans l'absolu, parce que c'est comme si j'avais une culpabilité à ça pendant un temps. J'ai compris il y a peu de temps ça, et je le mets à mon service depuis pas très longtemps, depuis peut-être 3-4 ans en réalité. Parce que pourquoi la culpabilité te faisait travailler plus que ce que tu devais? Ouais, je pense. C'est vrai? Je pense. Tu sais, on accroche beaucoup en fait la notion de souffrance avec le travail, tu sais. Et je crois que c'est quelque chose que j'avais compris intellectuellement,
mais que je ne mettais pas vraiment en place dans mon business. Et du coup, quand j'ai compris ça, et que j'ai vraiment commencé à déléguer… Tu l'as compris dans tes… Ouais, vraiment, quand je l'ai intégré, vraiment, ouais. Ben ça m'a permis, tu vois, de déléguer davantage, de prendre davantage de personnes, justement, pour faire les choses ben voilà, sur lesquelles moi, j'étais pas le plus brillant pour les faire. Et du coup, ce qui se trouve être les choses pour lesquelles je suis très bon, ben finalement, maintenant, c'est sur quoi vraiment je me focalise, quoi. Et donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et est-ce que tu as la chance d'avoir raté tes études? Oh, oui, c'est cette grande chance d'avoir raté mes études, ouais, vraiment. Après, j'ai souvent pas vu ça comme une chance. Il a fallu que toi, tu écrives ce livre-là pour que je comprenne aussi, tu vois, que c'était une vraie chance en réalité aussi. Et puis par ton exemple, par tout ça. Et l'exemple d'autres aussi, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point le fait d'avoir raté tes études t'amène d'autres… on va dire d'autres perspectives en fait en soi. Parce que j'ai longtemps eu tellement le complexe du diplôme. C'est quelque chose qui me tracassait. Parce que tu as quoi? Est-ce que tu as un bac -2 comme moi ou… J'ai un bac professionnel qui est le bac en dessous de… Voilà, Oui. Un bac professionnel vente représentation. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Donc ouais, j'ai un bac tout juste. Vraiment. Et ça a été au forceps parce que je crois que j'ai cumulé le dernier trimestre de mon bac, le nombre de demi-journées d'absence record du lycée. Ah oui? Ouais, j'ai eu 32 demi-journées d'absence. Sur un trimestre? Sur un trimestre. Ouais. Ah, c'est énorme. Performance. 15 jours, quoi. Performance. Voilà, non. Donc, tu étais très démotivé à l'école Ouais, j'aimais pas ça. C'était pas mon format, en fait. J'aimais pas ça. J'aimais pas le cadre. J'aimais pas le fait de devoir me lever le matin. J'aimais pas devoir faire des choses sur lesquelles il n'y avait pas de sens. Même quand j'étais en professionnel, hein, c'était vraiment pas… j'ai appris des trucs. Je veux pas non plus, tu vois, dénigrer complètement l'école. J'ai appris des trucs. Mais c'était vraiment pas mon format. Et puis, tout le cinéma qui est autour de l'école, autour de « Ah, c'est grave, t'es pas venu, t'es arrivé 5 minutes en retard, c'est super grave ». À un moment donné, c'est sur quoi tu passes ton focus en fait. Et tu te rends compte que l'école, elle est plus faite pour formater les gens, pour moi, plutôt que pour les éduquer réellement. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, j'ai pas d'enfants pour l'instant, mais c'est quelque chose je ne voudrais de toute manière pas que mes enfants aient dans une école traditionnelle. Parce que, ou qu'ils le connaissent de manière très très furtive pour voir ce que c'est. Par observation, mais j'aimerais pas ça en tout cas. Tu les mettrais quoi, dans une école Montessori En tout cas, je me renseignerai là-dessus. Je ne me suis pas encore vraiment posé la question encore. Peut-être l'école à la maison, peut-être l'école Montessori. J'aime bien le côté pour que les enfants soient sociabilisés, en tout cas. Et se sociabilisent, donc ça c'est important pour moi. Je pense que ça sera important pour moi, mais voilà, je serai à l'écoute en tout cas de toute école alternative qui peut aider mes enfants à avoir juste une vision du monde différente. Voilà. Et donc, une fois que tu as eu ton bac pro, tu es parti dans une filière employée ou tu t'es lancé directement dans l'entrepreneuriat? En fait, comme je dis souvent, en fait, j'ai pas suivi d'études, elles m'ont poursuivi. Donc du coup, j'ai vraiment lâché très vite. J'ai voulu faire genre une année de fac de psycho, tu sais, genre le truc, quand tu viens d'un bac pro, tu peux pas suivre, c'est tellement c'est pas au niveau, quoi, tu vois. Donc j'ai fait ça genre pendant 6 mois. Et après, je me suis mis dans la vie active de suite. Et comme j'avais cette espèce de complexe du diplôme, j'avais cette espèce de honte. Tu sais, on proposait des postes, ils demandaient à chaque fois bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, bac plus 12. Et moi, j'avais qu'un bac tout juste, donc du coup, il n'y avait que les entreprises de porte-à-porte qui faisaient ça. Et donc des boîtes, tu sais, c'est toujours pas évident quand tu vas voir le recruteur, c'est lui qui te vend le poste, c'est pas toi qui te vends pour le poste. Ça veut dire qu'il prend vraiment tout le monde et que tu es de la chair à canon, quoi. J'ai appris la vente, comme ça. D'accord. Et je suis tombé sur une boîte qui était profondément inéthique dans leur manière de vendre, ils se foutaient de leurs commerciaux. Ils se foutaient de leurs clients, ils se foutaient de leurs produits. L'essentiel, c'était de vendre. C'est une boîte commerciale avant d'être une boîte qui partageait quelque chose. Et ils vendaient quel type de produit? C'était du revêtement de façade. Donc, le principe, c'est on te lâche sur un secteur et tu vas taper à toutes les portes, les maisons qui sont abîmées. Tu leur dis, votre maison est abîmée, on fait une campagne d'information et puis tu vas vendre en fait tes produits comme ça. Donc, vraiment, c'est du one-shot. Tu vends vraiment en R1, des fois des produits à 10 000 – 15 000 euros. Et sauf que j'avais un problème, c'est que je ne vendais rien du tout. Ah, c'est ballot. C'est ballot pour un vendeur. Oui. Sachant que ma professeure, quand j'avais mon rendez-vous avec la vie, tu sais ce que c'est le rendez-vous avec la vie? Non, c'est quoi? C'est le rendez-vous avec ta conseillère d'orientation et ta prof principale. D'accord. C'est le rendez-vous avec ta vie où tu n'as rien à dire du tout. Tu sais, tu as ton bulletin qui parle à dire alors donc moi c'était nul en maths, nul en français, nul en géo, nul en sport. Ah oui, à ce point-là? Ah vraiment, j'étais vraiment nul du tout. Pourquoi tu n'étais pas du tout intéressé par l'école? Vraiment, En fait, j'étais très lent pour apprendre les choses et j'ai découvert très récemment, on en parlait tout à l'heure, que j'étais dyslexique. Et donc du coup, j'avais une lenteur à apprendre les choses, une lenteur à lire, qui faisait que j'étais pas au niveau et à l'époque, on m'a pas détecté. Et ce qui est dingue, c'est qu'en même temps que tu as détecté que tu es dyslexique, on a aussi détecté que tu es haut potentiel. Donc oui. tu as un QI élevé oui. et que donc tu as l'intelligence de réussir, mais simplement différemment oui. de ce que la méthode scolaire c'est rigolo parce que la psy, c'est ce qu'elle m'a dit en fait. Parce que moi, à la base, je suis allé faire ce test-là pour, tu sais, genre, juste
Tu vois, par curiosité. Et c'était rigolo parce que la psy, je voyais que par moment, je faisais le test et elle tiquait. Elle disait, tiens, c'est fou. Moi, je croyais que j'avais raté le test. Tu donnes des trucs, tu te dis voilà. Et puis quand elle m'a donné la restitution, en fait, elle m'a dit non, mais en fait, vous avez des écarts. Et elle me dit, j'ai vu que vous aviez des stratégies différentes pour vous en sortir. Et en fait, pour exemple, et donc du coup, elle a vu mes carences, mais j'ai réussi à combler mes carences par des stratégies différentes. Je suis passé par ailleurs, quoi. Mais du coup, ça a nourri chez moi, enfant en tout cas, une espèce de mésestime de moi. En fait, ça a très forte. Tu pensais que c'était un cancre Et je pensais que j'étais nul, tu sais, parce que quand tu es à l'école, en réalité, et qu'on te dit que tu es nul, tu fais pas la différence entre je suis nul à l'école. Tu te dis je suis nul tout court, parce que c'est la seule manière que tu as de te valoriser. Il y avait 3 manières de se valoriser pour moi à mon époque. C'était soit tu étais intellectuel et donc tu étais fort à l'école, soit tu étais manuel. Bon, là, je te cache pas que mon grand-père, il avait, j'étais élevé par mes grands-parents, il avait une superbe grange avec plein d'outils, il m'interdisait les outils parce que je faisais de la merde avec. J'étais dangereux, quoi, vraiment, je devenais une arme de destruction massive. Enfin, vraiment, le truc, j'étais capable de casser des trucs incassables, quoi. Donc voilà, ça c'était pas bon pour moi, et puis j'aurais pu être sportif aussi. Genre, tu sais, quand t'as les capitaines qui se forment à l'école, tu sais, ils prennent toujours les meilleurs, tu sais, puis après ils prennent les un peu moins bons, après ils prennent les filles, et après ils prennent ceux qui ont plâtre, après ils prennent un que personne ne veut parce qu'ils savent qu'il peut marquer. Et puis c'était moi, toujours la fin aussi. Ben oui, c'est ça. C'est pas facile. Hein. Non, c'est dur. Faut encaisser ça. J'ai été élevé par mes grands-parents. Mes grands-parents étaient des personnes âgées, évidemment. Tu vois, on avait quand même 2 générations. Donc, tu sais, la plupart des enfants, ils jouent avec leur père au foot. Et moi, ça n'a pas été mon cas, comme peut-être toi, ça n'a pas été ton cas. Et puis, j'ai été élevé aussi par une femme, aussi, ma mère aussi, beaucoup. Parce que mon père, j'étais plus du côté de ma mère, en tout cas, que du côté de mon père. Mon père, lui, il m'avait tous les 15 jours quand j'étais enfant. Donc il y avait une petite dissension dans la famille, c'est pas que mon père voulait pas me voir, c'est juste que voilà, la proportion s'est fait comme ça, et mon père est pas spécialement footeux non plus, tu vois, donc bon, je pouvais pas me valoriser là-dessus. Et donc quand t'es pas manuel, quand t'es pas intellectuel et quand t'es pas sportif, pour les gens qui t'élèvent, t'es dans la merde, tu vois. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire du petit, tu vois. Et moi dans mon cheminement, j'avais demandé à ma grand-mère, j'avais demandé à ma mamie, j'ai dit, a priori je suis pas bon en rien, mais je suis mauvais à tout. Qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quoi. Et ma grand-mère, elle avait eu cette espèce d'intelligence, en fait, de me dire, tiens mon chéri, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie, tu n'es limité par rien. Elle dit juste, je te donne 3 conseils. En fait, le premier, c'est ne vole jamais rien. Le deuxième, c'était ne fais jamais de mal à personne. Et le troisième, c'était ne laisse jamais venir quelqu'un à toi qui ne repart pas plus enrichi d'un sourire, d'un conseil, de quelque chose qui reparte meilleur que quand il t'a rencontré. Ah, super. Là, c'est un beau conseil. Hein. Des bons conseils, des très beau conseil, vraiment très beau conseil. Excellent. Et je m'étais dit, c'était un beau conseil. Du coup, j'ai toujours, ce conseil-là, en tout cas, je l'ai toujours maintenu. Et en même temps, ma grand-mère aussi m'avait dit une fois, elle m'avait dit ce jour-là, si tu pouvais ne jamais être commercial, ce serait pas mal. Et là, boum, premier métier, commercial. Ben ouais, parce que... Mais donc, alors, tu considères plutôt nul, à la fois intellectuel manuel, et là tu te rends compte que tu n'es pas un bon commercial. Alors, en fait, c'est ça, parce que en fait, quand j'ai mon rendez-vous avec la vie, t'as la professeure d'orientation, elle sait pas quoi faire de ta vie. Elle lit tes notes, elle dit voilà, puis on dirait qu'elle a le chapeau d'Harry Potter, tu sais, qui dit alors Serpentard, Gryffondor, tu vois. Alors moi, c'était pas Gryffondor, hein, écoute-moi bien, c'était. Et en fait, elle m'a dit, écoute, moi je pense que tu peux être commercial. Donc en fait, ma grand-mère m'avait dit ça avant, et elle me dit, je dois être commercial. Je pars avec le sac à dos et le bagage émotionnel, tu vois, du truc, tu vas devoir être commercial alors que ta grand-mère détestait ça. Tu sais, c'est comme si le petit ange t'as sur l'épaule, tu sais, voilà. Et donc on ne se rend pas compte quand on est tout petit de toutes les injonctions et toutes les choses qu'on te met dans la tête. Et comme j'ai perdu en plus ma grand-mère tôt, on accorde énormément de sagesse aux personnes qui sont décédées. C'est naturel, en fait, les personnes qui sont décédées qu'on a perdues. Très souvent, on leur accorde beaucoup de sagesse, donc en fait, on écoute ce qu'ils nous disent. Mais il y a des choses sur lesquelles, eux, ils avaient leurs propres blessures aussi. Ma grand-mère, elle s'était fait escroquer par une dame en qui elle avait eu confiance. Et du coup, elle a assimilé le métier de commercial à abuseur de confiance. D'accord. Et malheureusement, ou heureusement, quand on se lance en business, en entrepreneuriat, notre travail, il est basé sur la confiance. C'est quelle confiance je peux arriver à avoir de l'autre, et ta capacité à réussir et ta capacité de succès, c'est obtenir la confiance de l'autre. Et là où ce que ma grand-mère m'a permis d'ajouter, c'est obtiens la confiance de l'autre, c'est bien, tu vas y arriver, mais prends-en soin de cette confiance. Parce que si tu en prends soin, elle va grossir individuellement, et ensuite, elle se multipliera, parce qu'on fera parler de toi. Donc c'est ça en tout cas que ça m'a amené par la suite. Donc ok, t'as ta conseillère qui te dit tu devrais être commercial, là tu testes d'être commercial, tu vois que ça marche pas. Alors ouais, au début je suis nul. Ouais, au début t'es nul, mais tu lâches pas, parce que tu dis c'est quoi, c'est ma seule solution, c'est ma seule chance. Ouais, c'est ma seule chance, c'est exactement ça. Et puis je me dis, putain, j'avais fait un stage, tu sais, une boîte d'intérim qui m'avait fait couper du bois.
En fait, pendant 4 jours, c'était les 4 jours les plus longs de ma vie. Je crois que j'allais mourir. Quand tu connais mon rapport avec les outils, qu'il y avait des trucs tranchants partout, en fait, et moi je devais m'approcher des trucs, couper du bois. Même les patrons de l'usine qui étaient adorables sont venus me voir à un moment donné, ils m'ont dit Yannick, qu'est-ce que tu sais faire? Et je leur avais réparé leurs ordinateurs. Parce que moi, je ne m'autorisais pas, en fait, pour moi, travailler dans l'informatique, il fallait être intelligent, il fallait avoir fait des études, il fallait avoir tous ces trucs-là. Alors que j'adorais ça. C'est marrant parce que moi j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma boîte d'informatique. Et tu vois, je me suis pas dit ça, c'est marrant. J'avais pas ces blocages-là. Et je pense que tu avais un niveau de confiance qui était peut-être un peu meilleur probablement que le mien. Et moi, en fait, je pense que j'ai travaillé avec... Je crois que j'ai relativement bonne confiance en moi depuis toujours. Par contre, j'ai un amour de moi qui n'est pas très bon. Tu sais, l'estime de soi, et c'est composé de confiance, d'amour de soi et de vision de soi. Et je pense que sur l'aspect amour de moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait et ça m'a causé plein de problèmes d'ailleurs par la suite. En tout cas, il a fallu que je trouve des astuces par la suite, même quand je me suis lancé dans l'infoprenariat. Parce que ce défaut d'estime via cet amour de soi m'a énormément impacté en fait. Parce que j'estimais que j'étais nul et que je n'étais pas capable de réussir mieux. Mais j'avais envie de réussir, j'avais cette ambition. Tu sais donc, en fait, quand tu as cette ambition mais que tu te sens nul, tu dois trouver des solutions. Et les solutions que j'ai trouvées, moi, par exemple, quand je me suis lancé dans l'infoprenariat, pour passer ce cap-là, c'est de mettre quelqu'un d'autre qui pallie à ça. Et c'est pour ça que je me suis associé avec David. Intéressant. Donc là, on va revenir là-dessus, mais donc comment tu as fait pour devenir un meilleur vendeur? Alors, en fait, ce qui s'est passé pour le fait de devenir un nouveau vendeur, c'est que je fais cette expérience-là malheureuse. Et ma petite amie de l'époque me voit rentrer un soir, en fait, avec un contrat. Et moi, j'ai vendu à une dame qui était surendettée. J'ai lui vendu un truc, je lui ai collé un crédit. Elle était surendettée, et je sentais que la dame, je l'avais piégée plus que je ne l'avais aidée. Et je me sentais super mal. Je sentais presque, tu sais, mon Gemini Cricket, ce serait ma grand-mère sur mon épaule en train de dire: est-ce que je suis fier de toi, Yannick? Est-ce que tu es fier de toi là, d'avoir fait ça? Et en fait, je me sentais super mal parce que pour moi, on l'avait escroqué, cette dame-là. Parce que je l'avais vendue sur une. Je l'avais piégée en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a. Et le lendemain, je suis allé ramener le contrat. Et mon patron, en ramenant le contrat, m'avait dit: on fêtera votre vente demain. Et comme j'ai ramené le contrat avant d'aller au bureau, il m'a défoncé en fait. Et il y avait Comment ça, tu as ramené le contrat? C'est-à-dire que j'ai ramené le contrat à la dame et je lui ai dit: réfléchissez. À la dame. Ouais. J'ai pas vendu en fait par éthique personnelle. Tu vois, voilà, parce que vraiment la méthode était dégueulasse pour moi. Et donc, parce que tu la pièges, c'est orchestré de A à Z, c'était malhonnête pour moi, vraiment. Et donc, j'ai ramené le contrat à la dame, et quand je suis revenu au bureau le matin, que mon patron pensait que j'avais vendu, que je suis revenu sans le contrat, bah, il m'a crucifié en fait. Il m'a dit: ouais, vous êtes la honte de ce métier, vous êtes un bisounours, vous n'arriverez jamais à rien dans la vie. Il m'a vendu des trucs, mais j'avais 22 ans, moi, tu sais, t'es hyper influençable à 22 ans. Et je me rappelle ne pas m'être laissé faire facialement. Avoir dit, tu sais, avoir montré par ego et orgueil, tu sais, dire non, mais c'est bon. Voilà, je me rappelle même, il m'a dit: pour 200 €, je peux vous faire casser la gueule si vous me ramenez pas le contrat. Ah ouais. Ouais, vraiment chaud. Et moi, je lui ai dit: moi, gratuitement, je peux vous faire enterrer dans un trou, vous êtes chez moi ici. Et ouais, c'était chaud. Ah ouais. Et en fait, je suis parti de cette boîte-là. C'était la meilleure chose que je puisse faire, sauf que en termes de confiance en moi, c'était chaud. Et ma petite amie de l'époque, Isabelle, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était encore valide à ce moment-là, me dit: et si tu allais plus loin, et si tu misais plus haut que ce que tu crois valoir? Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner à tous les gens qui regardent cette vidéo. C'est des fois, en fait, on a des ressources insoupçonnées, et des fois, on ne fait pas suffisamment preuve d'audace. Dans la vie, j'organise un événement qui s'appelle la journée de l'audace, et en fait, ça a un sens très fort pour moi, la journée de l'audace, parce que l'audace a cette différence avec le courage. Le courage, il y a quelque chose qui tombe dessus. Tu fais preuve de courage. Quand ma petite amie a eu son accident de voiture et qu'elle est devenue tétraplégique, on a dû faire preuve de courage. L'audace a ça de différent, que c'est toi-même qui te mets dans une situation dans laquelle tu dois faire preuve de courage. Et tu vois, dans tout le parcours de 12 années dans le handicap que j'ai fait, dans tout ce parcours-là, je me suis rendu compte que tout le monde savait faire preuve de courage. Je connais pas une personne qui n'a pas su faire preuve de courage face à la pire des épreuves, la perte de mobilité, la perte de tout ça. Tout le monde sait faire preuve de courage. Donc, potentiellement pour moi, tout humain sur cette terre sait faire preuve de courage. Et c'est pas parce qu'un jour on a manqué de courage pour une situation qu'on n'est pas courageux dans son identité. Ça veut juste dire que ce jour-là, on a manqué de courage, mais on est tous équipés de courage. Ça s'attrape en fait le courage. Donc là, tu as eu le courage de dire à ton... j'ai eu le courage de dire à mon patron: je dégage. Ma petite amie qui me dit: Yaya, peut-être que tu peux essayer d'aller plus haut. Et là, je me mets à envoyer des CV, on va dire, à plein de boîtes qui demandent des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 4. Et un jour, je suis appelé, j'ai le téléphone qui sonne, et je suis appelé par une dame qui me dit: Monsieur Alain, j'aimerais
j'aimerais vous recruter. Et elle m'explique le poste. Elle me dit comme quoi le poste c'est genre 1500 € net, que je suis payé à partir du premier euro de commission. Moi, j'avais jamais vu ça, j'étais payé qu'à la commission avant. Que j'ai une voiture de fonction avec une carte d'essence, que j'ai un téléphone portable avec un forfait illimité. À l'époque, tu sais, j'ai 24 ans à l'époque. Que j'ai un ordinateur portable, enfin, c'est le truc de fou. Et je dis, madame, est-ce que tu as un lien de près ou de loin avec Jésus? Parce que moi, je t'aime déjà. Je veux, voilà. Elle m'explique que c'est dans le luxe, que c'est génial, que je suis fait pour le poste. Elle me dit, j'adore votre énergie. Et elle me dit, j'aimerais juste que vous me donniez la photocopie de votre BTS. Et en fait, elle avait informatisé à l'époque les CV. Il y avait quelqu'un qui s'était trompé, qui m'avait attribué un BTS. Aïe, aïe, aïe. Et moi, je lui dis, il vous le faut pour quand le BTS? Elle me dit demain. Je lui dis, ça va faire un peu court là, pour l'avoir le BTS. Donc je lui dis, mais j'ai pas le BTS, madame. Je lui dis. Puis elle me dit, ah, mais je suis désolé. Elle me dit, il me demande ça, typiquement. Et là, tu vois. C'est tellement classique. Ouais, et là, je lui dis, attendez, madame. C'est-à-dire que pour une fois dans ma vie, je me dis, mets de l'audace. Enfin, tu vois, je mets de l'audace, je lui dis, mais attendez, madame. Normalement, j'aurais laissé faire. J'aurais dit, ah, mais j'ai pas le truc, j'ai pas la casse, tant pis. Là, je dis, madame. Je dis, on passe une demi-heure au téléphone, vous adorez l'entretien. Tout est bon pour moi. En fait, vous validez tout, juste parce que j'ai pas un bout de papier. Ouais. Vous voulez pas me présenter à votre client? Je comprends pas. Et là, elle me dit, vous avez raison. Donc, j'insiste quelque part. Et tu vois, je crois que c'est quelque chose d'important aussi, de savoir aussi insister aussi. Surtout pour un vendeur. Et c'est ça aussi, et savoir insister intelligemment. Et en fait, là, elle me dit, mais vous avez raison. Elle me dit, je vous présente dans 3 semaines, je vous rappelle. Et en fait, sauf qu'au bout de 3 semaines, elle me rappelle pas. Donc, moi, je la rappelle. Et là, elle me dit, je suis désolé, j'ai pas eu de contrat. C'était une boîte de chasseurs de tête. C'est une boîte, bon, bref, une enseigne connue. Et elle me dit, désolé, j'ai pas eu le contrat avec le client. Donc, en fait, le contrat est annulé. Je dis, mais est-ce que l'entreprise recrute toujours? Et là, elle me dit, oui, l'entreprise recrute probablement toujours. Mais, elle me dit, j'ai pas le droit, elle me dit, de vous donner le nom parce que, ils doivent me payer pour ça. Et je dis, est-ce que vous avez autre chose que couper du bois pour moi? Elle me dit, non, j'ai rien. Je dis, madame, s'il vous plaît, donnez-moi le nom de cette boîte. Et je le dirai à personne et tout ça. Tu vois, j'insiste, pareil. Et là, elle me dit, ok, je vous le donne. Vous m'êtes sympathique, je vous le donne. Elle me donne la boîte et moi, je cherche sur mon internet 56K. Tu sais, ma mère, elle a reçu même plus d'appels, tu te rappelles? C'était le truc de fou. Et je tombe sur l'assistante de l'assistante qui s'occupe du recrutement. Et je tombe sur une nana. Et la nana, elle me dit, oui, bonjour. Je discute avec elle, je lui parle du recrutement. Elle s'occupe du recrutement. Elle me dit, mais vous êtes génial. Elle me dit, vous êtes un malade. Elle me dit, vous passez pas par la fenêtre, vous passez partout. Et elle me dit, écoutez, c'est le grand patron qui s'occupe du recrutement. Il y a un problème, c'est qu'il est très à cheval sur les horaires. Il y avait une première session de recrutement en plénière qui se passait hier. Elle me dit, vous êtes en retard. Il me dit, et la prochaine, elle se passe dans une demi-heure au Sofitel de Toulouse. Et moi, j'habite à une demi-heure de là. Et quand tu es en train de chercher du job, mais quand tu cherches du job, en fait, t'es pas habillé de circonstance. Donc moi, je prends une vieille veste brise à moitié mal taillée, tu vois, une chemise rose, un pantalon qui est dépareillé, des chaussures de sécurité. Je pars avec une bagnole qui fait plus d'huile que d'essence et j'arrive 5 minutes à l'avance au rendez-vous. Je cours et moi, j'ai une particularité physique, c'est que quand j'ai chaud, je transpire. Quand je bouge, je transpire. Quand je stresse, je transpire. Je suis mais en nage. Écoute-moi bien. Ils ont les chutes Niagara devant eux, quoi. Et moi, j'arrive à l'avance. J'ouvre la Aquaman. Tu sais, j'ouvre la porte, tu sais. Et je dis, putain, et je vois que des mecs, tu sais, beaux gosses, tirés à 4 épingles, vraiment, avec des costumes bien. Et moi, je me sens super. Mais moi, j'ai un CV qui est dans une espèce de vieille serviette, tu sais, en tissu. En fait, même mon CV, je crois, il a honte que je le montre, tu vois. Vraiment. Et en fait, j'arrive là et je me dis, viens, barre-toi. Il me regarde, il doit se dire, mais il sort de la piscine, il a plus. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Le mec, il en peut plus, quoi. Et finalement, je décide de rester. Je me dis, mets-toi au fond, fais des bords, avec un peu de bol, tu vas sécher un peu au bord de la clim. Et quand le patron fait son pitch, en fait, je me rends compte que, putain, le mec, il a beaucoup de points communs avec moi. Et je trouve des points communs. Et ça, c'est une clé aussi, d'essayer de trouver toujours des points communs avec les gens avec qui tu vois, tout à l'heure, tu me disais, on a un point commun de la boîte informatique. Tu vois, on a ça, tu vois, on pourra en discuter. Tu vois, c'est ça la création de l'émotion se crée par le point commun. Et donc, du coup, on a des points communs, mais moi, à la fin, quand il demande des entretiens, j'y vais. Et en fait, ce mec-là me voit. Et ce que je ne sais pas, c'est que la dame que j'ai eu au téléphone, l'assistante, c'est sa femme. Et elle l'a appelé, elle lui a dit, il y a un mec qui va venir, il va peut-être arriver en retard. Tu le reçois parce que s'il se bat comme il s'est battu pour avoir nos clients, pour avoir le poste, il s'est battu pour avoir le poste, il se bat comme ça pour nos clients, on va faire des sous avec lui, c'est sûr. Et ce mec-là m'apprend la vente. C'est lui qui m'embauche et qui m'apprend la vente avec éthique, avec bienveillance, intelligemment. Vraiment, il m'apprend en fait les bonnes techniques de vente, celles que j'enseigne d'ailleurs aujourd'hui, en partie en tout cas. Et du coup, c'est lui qui me donne ma première chance et c'est ce qui a fait qu'après j'ai explosé professionnellement parlant. Je suis devenu un super vendeur, je suis devenu ensuite un super directeur commercial aussi. J'ai été directeur commercial à 26 ans et puis j'ai avancé comme ça. À partir du moment en fait où j'ai pris la balle de la confiance et de cette estime de moi et
je me suis dit, bah, tu es capable de savoir vendre avec éthique, bienveillance, en faisant le bien. Ben là, à ce moment-là, ça a complètement. En fait, j'ai aligné mes valeurs avec mon métier. C'est ça ce que j'allais dire. Ouais. Et comme j'ai aligné mes valeurs avec mon métier, là, ça m'a fait exploser vraiment. Et du coup, j'ai très vite monté les échelons, en fait. J'ai été recruté par une dame qui m'a bombardé directeur commercial juste parce que en prospection téléphonique. Tu te rends compte, le mec, il prospecte au téléphone, dans le dur. Elle t'a dit, je vous recrute, venez. Non, elle m'a pas dit ça. Au début, je lui ai vendu un programme. Je lui ai vendu en tout cas ma solution. Ma solution a foiré. Mais j'ai tellement bien assumé le foirage, parce qu'elle vraiment, même dans ma boîte, il m'avait dit, n'y va pas, tu vas te faire découper en morceaux. Et en fait, j'ai dit non, j'y vais, parce que mes valeurs font que cette femme m'a fait confiance. Je peux pas, c'est-à-dire que tu peux en fait prendre soin de la confiance, mais il arrive des fois où tu livres mal un truc, où le client n'est pas satisfait, pour plein de raisons. Et la manière que j'ai eue de gérer ça a fait qu'elle a craqué sur moi. Elle m'a dit, je vous veux dans mon équipe. Et donc quelques mois après, elle m'a appelé pour me dire, je vous débauche. Et j'ai demandé un salaire, elle m'a pris en tant que directeur commercial. Moi, pareil, j'avais super peur, j'avais 26 ans, tous les commerciaux étaient beaucoup plus expérimentés que moi, beaucoup plus, tu vois, j'avais toujours pareil ce manque d'estime qui est très, très important, et j'ai trouvé des stratégies pour ça, en fait, tu vois, pour arriver à être crédible, à montrer la face du lion, tu vois, et pas la face de celui qui avait peur, tu vois, donc il a fallu que je montre ça, mais au fond, il y avait quelqu'un qui avait peur, et ce qui est fou, c'est que en PNL, ils appellent ça faire du comme si, mais moi, à cette époque, je ne le savais pas, et c'est que, en fait, j'ai fait comme si j'étais confiant. Et en faisant comme si j'étais confiant, au bout d'un moment, je le suis devenu vraiment. C'est assez rigolo, hein, tu vois, ce mécanisme-là, c'est de dire, bah, quand j'ai mes commerciaux, je panique pas. Je dis à chaque fois, ok, parce qu'ils ont besoin de savoir que le capitaine du navire, il sait où il va, même si lui ne sait pas vraiment où il va. Ils avaient besoin de savoir ça. Et après, cette incohérence-là a très vite été remplacée par de la cohérence, parce que j'ai pris beaucoup plus confiance en moi, rapidement. Au bout de 3 mois, 5 mois, 6 mois, j'étais de plus en plus confiant, et je suis devenu une autre personne. Tu vois, même au début, quand j'avais commencé dans la prospection, justement un peu avant, j'étais tombé sur une dame qui m'avait eu au téléphone, en fait, et puis tu sais, j'avais foiré l'appel. Tu sais, des fois, tu foires l'appel, tu parles mal, tu fais une mauvaise accroche, t'es pas bon, et du coup, tu foires l'appel, tu dis, bon, c'est pas grave, je rappellerai dans 3 semaines, elle m'aura oublié. Et en fait, je les rappelle 3 semaines après, cette dame-là, et j'étais super confiant, hyper affûté, elle m'avait pas donné le rendez-vous la première fois, là, elle me donne le rendez-vous, et elle se rappelle. Et elle me dit, mais vous m'avez pas appelé il y a 3 semaines, il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a 3 semaines, mais c'était pas vous. C'était une autre personne. Je dis non, c'était bien moi, mais j'étais pas aussi confiant. Tu vois. Donc comme quoi, c'est intéressant de se dire que des fois, quand tu te sens pas prêt pour faire quelque chose, l'entrepreneuriat c'est dur. Des fois, tu te sens pas prêt. Le fait de te mettre dans le bain, de plonger et d'y aller vraiment et de faire comme si, ça t'amène dans ta cohérence ensuite. Et dans une vraie cohérence. C'est tout bête. Hein. En tout cas, moi, ma vie a été jonchée de ça. Moi qui ne suis pas un grand professionnel de l'estime de soi, ça m'a aidé. Après, j'ai d'autres stratégies qui m'ont aidé pour mon estime quand même. Donc là, ça fait déjà 3 clés parce que donc au-delà de. Je sais plus. Non, mais parce que donc tu as le fait de déjà d'être quand même persévérant, tu vois, Ouais, comme la personne je l'a suis dit. Sagittaire ascendant Morteur. Tu rentres par la fenêtre, la porte, etc. Donc tu fais aussi ce que tu veux. Après, tu avais un peu le dos au mur quand même. Hein. Tu pouvais pas faire vraiment. autrement. J'ai des exemples comme ça dans ma vie. Et deuxième clé, c'est s'aligner avec ses valeurs. Vraiment. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une série Netflix qui s'appelle Severed. Non, je ne sais pas quel est le nom en français, mais en fait c'est vachement intéressant. C'est des gars en fait qui, quand ils vont au bureau, ils ont une sorte d'implant dans le cerveau, et quand ils vont au bureau, ils oublient complètement leur vie personnelle. Et quand ils sortent du bureau, comme ça, tu sais, il n'y a pas de problème de confidentialité, tout ça. Et quand ils sortent du bureau, hop, ils oublient leur vie de bureau. Et donc, tu vois, c'est une métaphore en fait, de beaucoup de gens qui sont des citoyens très, très bien dans la vie normale, mais qui ont des boulots pourris, où c'est pas aligné avec leurs valeurs, avec leur éthique et tout ça. Bien sûr. Et tu vois, ce geste que tu as fait de rendre le contrat, alors finalement c'était ton premier contrat, que c'était important pour toi, il y en a plein qui ne l'auraient pas fait, finalement. Et peut-être qu'à 2 cheveux, je ne l'aurais pas fait moi non plus. Parce que tu es tellement… Tu sais, quand tu as 22, 23 ans, tu es hyper inconfort, en fait, tu doutes de tout, tu n'as pas ton expérience aujourd'hui. On me demanderait de faire quelque chose qui est hors de mes valeurs. Je suis suffisamment ancré, j'ai fait des millions sur Internet, j'ai ma boîte, et tu te dis, bon, bah, tu sais, t'es solide, quoi. Tu te dis, j'ai prouvé, tu me feras pas faire n'importe quoi. Mais quand tu es fragile, c'est là qu'il faut savoir être vraiment solide dans tes valeurs. Parce que c'est facile d'avoir des valeurs quand tu as des moyens, quand tu as tout ce qu'il faut. Mais quand tu les as pas, en fait, c'est là que c'est dur. Et souvent, les gens qui nous regardent sont dans cette transition-là, où c'est compliqué, en fait. Donc, c'est facile de leur dire, voilà, mais pour autant, je pense que rester aligné avec ses valeurs est la plus belle chose qu'on puisse faire. Après, il faut faire attention à ne pas transformer ces valeurs en principes. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi, parce que une valeur… De ne pas les transformer en principe ? Ouais, parce Pourquoi ? Une valeur, pour moi, c'est quelque chose…
une direction. Une direction et sur laquelle tu navigues. En fait, c'est-à-dire que, ok, est-ce que je suis en accord avec cette valeur-là? Oui, non, ok. Un principe, c'est un raccourci intellectuel. C'est dans telle situation, je décide de ne pas faire ça. C'est automatique. On en a tous des principes dans certaines situations, mais des fois, il faut s'en méfier. Parce que des fois, ça nous fait faire des conneries. En fait, et ça nous met dans une logique de rigidité, là où la valeur peut rester souple. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que je dis souvent de se méfier de ces principes. Tu vois, parce que c'est un point qui peut peut-être par moment être… tu vois, par exemple, tu as des gens qui disent sur Internet, ah non, moi, je ne suis pas vendeur. En fait, c'est un principe pour moi. En fait, les vendeurs, déjà, fais attention parce que l'outil de la vente, en réalité, il est neutre, lui. C'est juste celui que tu mets derrière. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui font de la merde avec que toi, tu vas faire de la merde avec. Et tu renies l'outil par principe, alors qu'en réalité, peut-être que non, il y a plein d'autres choses en fait à apprendre de ça. Tu peux te voir aussi comme quelqu'un qui rend service à un autre. Tu peux te voir comme un médecin qui va soigner une douleur. Tu peux te voir comme plein de choses. Tu peux voir le côté vertueux de ça. Et donc, c'est en ça que je pense qu'il faut faire attention parce que des fois, quand je dis ça aux gens, du coup, leur valeur, ils les transforment en principe. Ah, ok, bah du coup, je reste dans mes valeurs. Ça devient un peu trop rigide. Et ça devient un peu trop rigide. Ouais, donc, il faut savoir remettre en question, je crois, le package qu'on nous a donné sur le rapport qu'on a à la vente, sur le rapport qu'on a à l'argent, sur le rapport qu'on a à tout ça. Il faut, je pense, savoir à un moment donné reprendre ce package et savoir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on ne veut pas garder de tout ça. Parce que des fois, par loyauté familiale ou culturelle, ou peu importe, tu vois, cette loyauté-là, des fois, elle nous fout dans la merde et elle nous empêche justement d'embrasser un petit peu plus cette carrière de peut-être d'entrepreneuriat dans laquelle on doit passer par la vente. C'est pas une option, c'est une obligation, en fait, de passer par la vente. Toi, tu as appris à vendre. C'est comme ça, ça veut pas dire que c'est ta Oui, alors que j'aime pas ça à la base, et Ouais. que je suis introverti, timide, enfin j'étais timide, et donc voilà. Mais Ouais, Internet, t'as bien. on va en parler, ça permet justement Ouais. pour tous les timides de savoir vendre sans avoir besoin de se connecter directement aux gens, et Ouais, donc c'est ça rassure. Ok, donc tu te retrouves directeur commercial, parce que finalement Ouais. tu es aligné avec tes valeurs, tu développes tes compétences, finalement tu hackes à chaque fois le système, parce que Ouais. c'est ça, tu Et te j'ai pas laisses pas d'études. arrêter par… Alors que les mecs qui étaient directeurs commerciaux avant moi avaient tous des études, des bacs plus 12, des bacs plus machin, et moi j'arrive, bac professionnel, juste un peu d'expérience, et une personne qui te fait confiance. Et là tu vendais quoi? Enfin c'était quoi ton… Là, je travaillais dans le monde du high-tech. Ok. Je travaillais pour Orange, Toshiba, Microsoft, toutes ces grosses boîtes qui me faisaient rêver, moi. Ces boîtes-là, et je travaillais pour… je leur montais des équipes de vente. C'était mon travail, en fait. C'est-à-dire que ces entreprises-là, souvent, elles n'ont pas d'équipe de vente en interne. Elles externalisent leur force de vente. Et moi, mon job, c'était de leur trouver des opérations où j'externalisais la force de vente et je leur mettais des animations en magasin aussi. Voilà, c'est du trade marketing. D'accord. Et du coup, je vendais ça. En fait, je vendais ces solutions-là. Et je m'y plaisais vraiment. En tout cas, je m'éclatais là-dedans parce que c'était comme si je montais plein d'équipes commerciales plusieurs fois par année. Et j'avais des équipes hyper polyvalentes. Et je dis, toi, bah, du coup, tu vas travailler là. Je les formais aux techniques de vente. Je les formais aux techniques du client. Je les aidais à vendre. J'étais hyper créatif dans ce que je faisais. Donc, c'était vraiment assez génial comme taf pour ça. Et donc, ça faisait beaucoup appel à ma créativité. Et à pas mal de choses. Et ça, c'était vraiment plaisant. Et du coup, j'étais le papa quoi, de ça. C'est moi qui les formais. Donc, tu étais une sorte d'intrapreneur finalement. Ouais, j'ai toujours été intrapreneur. D'ailleurs, c'est très intéressant que tu poses cette question-là parce que beaucoup de gens se sont beaucoup moqués de moi parce que j'étais intrapreneur. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils se disaient, tu travailles pour un patron, tu te donnes comme si c'était ta boîte, mais c'est pas ta boîte. C'est nul en fait de faire ça. Et en fait, en réalité, l'intrapreneur, il fait ses armes comme ça. L'intrapreneur, il a la possibilité de jouer comme à blanc s'il était entrepreneur. Donc, et si tu prenais la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta boîte, peut-être la surresponsable, mais en tout cas la responsabilité. Tu joues comme un entrepreneur, mais ce n'est pas ton argent. Tu as la formation d'avoir des mecs au-dessus de toi qui sont capables de te former et de te dire les choses, et puis tu es payé pour ça. Mais je trouve que c'est une superbe formation en réalité. Et plutôt que de le voir comme ça, vous le voyez comme ouais, tu travailles je ne sais pas combien d'heures par semaine, alors qu'en fait, c'est même pas pour toi. Moi, le capital formation, il était trop énorme. Donc j'étais directeur commercial pendant 4 ans, alors que personne n'avait gardé le poste plus d'1 an. Et j'étais bon. Tu vois, là-dedans. Et donc, du coup, ça m'a aidé à prendre la responsabilité de tout. Ça m'a aidé à devenir entrepreneur. Quand j'étais entrepreneur, après, c'était facile pour moi. Parce que j'avais déjà pris ces codes-là. Mais alors, ça te titillait pas, justement? Pardon? Ça te titillait pas, l'entrepreneuriat, à ce moment-là? Si, complètement. Alors, mais j'avais très peur. Tu avais très peur, intéressant. J'avais très peur de plusieurs choses. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Déjà, estime de moi. Je pense que je ne suis pas capable. Je pense que je suis arrivé là et que c'est un peu de la chance. Tu sais, quand tu as une manque d'estime de toi, c'est assez terrible, toutes les stratégies, les excuses que tu peux te trouver pour ne pas entreprendre. Et j'étais, ouais, non, mais je ne vais pas y arriver, et si j'échoue, et si je retombais plus bas,
Et t'es directeur commercial, tu gagnes de l'argent quand même, tu vois. Et si je retombais plus bas? Et si je passe pour un con auprès de mes commerciaux, de tout ça? Et si je croyais en une malédiction familiale, un truc complètement débile, comme quoi personne dans ma famille n'avait jamais réussi dans l'entrepreneuriat, donc j'étais comme condamné à ça. Wow. Tu vois, un truc de fou, hein. Syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi plutôt quelqu'un d'autre? Il y a tellement de gens qui s'en sortent pas. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vas réussir dans l'entrepreneuriat? Et alors, qu'est-ce qui t'a fait le déclic et qu'est-ce qui t'a fait te lancer? Je sens que je suis de plus en plus à l'étroit dans le poste dans lequel je suis. Un jour, je pars faire un laser quest avec mon petit frère qui a 15 ans à l'époque. Et j'aime bien, j'ai 13 ans de différence avec lui, donc j'aime bien l'amener, le faire kiffer, quoi. Et je tombe dans une course et je me casse la jambe. Ouais. Et j'avais le syndrome de l'indispensabilité. Je pensais qu'au bureau, si j'étais pas là, rien ne tournait. Et là, je me casse la jambe, je suis obligé de m'arrêter pendant 4 mois. Et pendant 4 mois, en fait, je tourne en rond. Et en fait, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Et là, en fait, je commence à me poser 3 grandes questions. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et qu'est-ce qui me rend unique? Et en se posant ces 3 grandes questions, je me dis, qu'est-ce que j'aime faire? Le MCU, j'appelle ça, parce que je suis fan de Marvel. Donc, du coup, j'appelle ça, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me rend unique? MCU. Et du coup, je dis, en fait, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime être sur Internet, je suis un peu geek. J'aime bien bidouiller tout ça. J'aime le développement personnel, c'est quelque chose qui me passionne parce que ça m'a aidé. J'ai lu quelques bouquins qui m'ont vraiment transformé, qui m'ont aidé à être un meilleur manager, ça j'aime ça. Voilà, j'aime me produire sur scène. Je suis un clown un peu, j'aime faire de la conférence, j'aimais chanter à l'époque, c'était ça, parce que j'étais musicien, enfin je chantais, donc c'était ça qui me plaisait. Je vais essayer de trouver un truc là-dedans, ok, voilà. Après, qu'est-ce que je sais faire? Je savais que je savais faire du commerce à peu près, je savais que je savais manager, parce que j'avais quand même gagné en confiance là-dessus, et donc je vois toutes les compétences que j'avais, ok, puis de toute façon ça peut se développer, donc je m'en foutais. Et qu'est-ce qui me rendait unique? Et là les gens me disaient, moi, quand j'ai eu envie de me confier, je me disais, j'avais posé la question à mon entourage, qu'est-ce que tu me confierais à moi plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Intéressant comme question. Et je leur ai posé, est-ce que tu peux me donner des 4-5 qualités? Qu'est-ce que tu me confierais à moi plutôt que quelqu'un d'autre? Parce que c'est dur d'avoir un avis logique sur soi-même. Si tu regardes là dans la pièce, on est la seule personne qu'on peut pas voir au global. Moi, tu peux me voir au global, moi je ne peux pas me voir au global. Donc c'est par moments intéressant, même si dans le développement personnel on dit oui, il faut attendre, il faut regarder en soi. Bon non, à un moment donné, tu as besoin du miroir de l'autre pour savoir réellement ce que tu reflètes. Et là, les gens, ce qu'ils m'avaient reflété, moi, ils m'avaient dit, t'es super drôle. Ils m'avaient dit, t'es super adorable, t'es gentil. Ils m'avaient dit, t'es vraiment un mec hyper gentil, t'es un mec en qui on a confiance immédiatement. Ok, t'es un mec qui est, à chaque fois que j'avais un problème informatique, on venait me voir à moi. Tu vois, il y a plein de petites choses qui revenaient. Et en fait, beaucoup, la confiance, beaucoup, tu me fais rire, beaucoup, t'es un super bon vendeur, t'as un bagou de ouf, on t'écoute des heures, en fait, et un certain charisme qui ressortait. Et je me suis dit, ok, et qu'est-ce que je fous avec ça? Je ne savais pas. Mais après. Tu as quand même vraiment réfléchi à comment tout ça, il y avait une synergie entre tout. C'est intéressant ton approche par rapport à l'ikigai. Oui, complètement. Parce que je ne connaissais pas l'ikigai à l'époque. Il y a à la fois des points communs et des points de différence. Ouais. Notamment, la dernière question, c'est. Qu'est-ce qui me rend unique? Oui, qu'est-ce qui te rend unique? Il n'y a pas vraiment ça dans l'ikigai, il n'y a pas cette question comme ça. Donc c'est intéressant. En tout cas, moi, c'est un exercice que je fais faire du coup à mes élèves maintenant quand ils rejoignent mes formations parce que ça amène beaucoup de clarté sur plein de choses. Ouais. Et en fait, tu as ces 3 grandes listes. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce qui me rend unique? Et après, tu relis les points et tu fais ce que tu as envie avec ça. Donc là, tu fais ça et je fais ça et j'ai pas l'idée, mais je me dis, il faut que je fasse un truc sur Internet. Et là. Et t'as quel âge à peu près? J'ai 30 ans, 29 ans, 30 ans. J'ai 30 ans. 3-4 ans après que tu sois devenu directeur commercial. C'est ça, exactement. Ouais, bien, bonne chronologie, bonne mémoire. Et donc voilà, là, je me mets à me mettre en recherche. Donc je mets une année, je démissionne. Enfin, je démissionne. J'ai la chance que l'entreprise m'aide à partir parce que j'ai un très bon rapport avec la patronne, qui est vraiment une pote. Et du coup, elle m'aide à partir. Elle me donne même une prime. Alors, même pas besoin. Elle a vraiment, c'est quelqu'un d'adorable. En tout cas, elle est très juste avec moi. Et je me mets à chercher. Au début, je monte une boîte de publicité par l'objet parce que j'avais envie de ne pas être inactif. Mais c'est nul, ça marche pas. et en fait, publicité par l'objet. Ouais, publicité par l'objet. C'est-à-dire, tu sais, tu vends des objets en entreprise, tu sais, floqués au nom de l'entreprise. D'accord. Ouais, parce que c'était des opérations que je pouvais faire. C'est le réseau d'avant. Donc du coup, j'avais ça parce que ça marche pas. Mais ça marche pas parce que je suis pas passionné de ça, ça me fait chier. Bref, j'ai plus envie de travailler avec les gens avec qui je travaillais avant parce que ça m'amusait plus. Je veux faire du développement personnel, je veux faire des séminaires de ouf, je veux faire tout ça. Sauf que je sais pas du tout comment m'y prendre. Et je tombe sur une vidéo de Cédric Anissette. On est en quelle année là? On est en 2010 peut-être. Ouais, 30 ans, j'ai 30 ans. C'est une des toutes premières qu'il faisait. Ouais, voilà, en 2011, il fait Business Attitude à l'époque.
Moi, je suis pas du tout intéressé à l'immobilier, je m'en fous complètement. Mais je me dis, ce mec-là, ce qu'il fait, c'est cool. Qui c'est qui apprend ça? Là, tu découvres pour la première fois le métier d'infopreneur. Exactement. Et à une époque où c'était vraiment pas connu. C'était balbutiement, tu vois. Et je regarde et je vois Cédric et je vois qu'il s'en sort bien, il s'en sort pas mal, tu vois, il vend des petits produits. Et je me dis, où est-ce que ce mec a appris à ça? Et je me rends compte que dans ce milieu-là, c'est beaucoup d'ingénieurs qui parlent anglais, qui ont réussi à se former aux États-Unis et qui ramènent des États-Unis les techniques des États-Unis. Et là, à un moment donné, Cédric parle de Sébastien. Sébastien, marketeur français. Sébastien, marketeur français. Et là, je me dis, putain, c'est qui ce mec? Et je trouve que c'est un super orateur, le mec est vraiment bon. Et là, j'achète la formation lancement orchestré. À l'époque, je te dis, je mets. 2011, 2012. Ouais. Je mets 20 000 euros, 25 000 euros à l'époque, cette année-là, dans des formations diverses et variées. Ouais. Je vais à tous les séminaires. Ah oui, en plus, c'était ton argent personnel, là. Ah oui, là, c'est mon argent personnel. Toujours directeur commercial. Non, j'ai démissionné, je suis au chômage. Ah ouais? Non, je suis au chômage. Donc là, tu as quand même fait le saut de la foi de mettre autant d'argent. Écoute-moi bien, je suis complètement taré. Je suis complètement taré. Et en fait, même quand j'y repense maintenant, mais je le regrette tellement pas. Et chez Seb. Attends, parce que ça, je fais juste une petite pause là-dessus parce que c'est intéressant. Tu vois, ça m'intéresse. C'est là que je te rencontre d'ailleurs, j'apprends, je te connais en fait. Oui, mais c'est dingue parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'oseraient pas, tu vois, parce que ça représentait combien par rapport à tout ce que tu avais investi? Une grosse partie, c'est 20, 25, tout ce que tu avais économisé, je veux dire. Ouais, c'est énorme. C'était quasiment tout ce que tu avais. Mais comment tu es tellement persuadé que tu veux devenir entrepreneur que tu es prêt à investir tout l'argent que tu as mis de côté pour te former? J'essaie de retrouver mon état d'esprit de l'époque, tu vois, mais parce je crois que peu de gens vont oser faire ça. Est-ce que tu étais tellement... je suis un peu dingue aussi, mais je crois qu'il y a une part de folie dont on a besoin, mais je crois qu'au fond, j'avais une espèce de foi sur le fait que si je ne le fais pas, tu sais, l'envie de ne pas avoir de regrets. Tu sais, de me dire, et si je le fais, si demain, il y avait une question qui avait été très forte, c'est le livre de Bronnie Ware, c'est sur les regrets des mourants. Tu sais, je voudrais pas me retrouver à la fin de ma vie à me dire, j'ai pas essayé au moins. J'ai pas tout fait. Il y a une vidéo aussi qui m'a beaucoup inspiré aussi de Nick Vujicic. Tu sais, le gars qui a pas de bras, pas de jambes, et qui tombe, et il explique en fait que pour lui, normalement, physiquement, c'est impossible de se relever. C'est comme le bourdon qui, scientifiquement, ne peut pas voler. Heureusement que les bourdons ne le savent pas. Tu vois, donc du coup, il dit, si j'essaye une fois, 2 fois, 3 fois, 100 fois, je préfère mourir en ayant essayé, plutôt que d'abandonner en fait. Parce qu'en réalité, le vrai opposé de l'échec, c'est l'abandon. Et du coup, ça me percutait, et je savais, je me disais, c'est ça, mais je veux le tenter. Je veux le tenter. J'ai eu cette part de folie, un acte de vraie foi et de folie, que je ne regrette pas, mais que je ne conseille pas. Je ne le regrette pas, mais je le conseille pas. Tu vois, moi, je recommande beaucoup à mes élèves de ne pas se brûler les bateaux derrière soi. D'avoir au contraire, de prendre des risques mesurés et d'avoir des plans B, C, D, E, F. Mais toi, finalement… Mais je conseille ça. Je conseille ce que tu conseilles. Mais dans les deux cas où tu as permis de faire des bons, finalement, tu avais le dos au mur. C'est dur de dire ça aux gens parce que moi, je ne me permettrais pas de donner comme conseil aux gens. Parce que c'est risqué. Parce que c'est hyper risqué. Ouais. Et à la fois, j'ai vraiment avancé quand j'ai fait ça. Parce que c'était comme le coup de pied au cul dont j'avais peut-être un peu besoin pour me dire, t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer. Mais tu vois, c'est mon format à moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ça doit pas être ce format-là. Donc, je veux être très vigilant sur le conseil qu'on donne aux gens. C'est mon expérience, je l'ai fait, ça a fonctionné pour moi, Dieu bénisse, tant mieux. Mais c'est vrai que, voilà, il faut que comment vous le sentez? Et je crois que c'est ça, en fait, le GPS, c'est votre GPS intérieur, c'est comment est-ce que vous sentez les choses. Et surtout, je crois qu'il y a une notion, en fait, d'apprendre à jauger le risque et le danger. Et je crois que, moi, de mon côté, je savais que je prenais un risque. Il était gros, certes, mais j'étais pas en danger. J'allais pas me mettre en danger, et alors quoi? Tu sais, pour moi, le risque, quand je prends une décision selon un plan que j'appelle le plan ABC. D'accord? Premier plan A, c'est qu'est-ce qui se passe si tout va bien. Okay. Là, cette stratégie-là, c'est ce qui va te motiver, qui va te dire j'y vais parce que c'est de la vision, c'est ce que tu aimes. Sauf que la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. La plupart du temps, c'est le plan B. C'est qu'est-ce qui se passe? Ça se passe moyennement bien. D'accord? Et le plan C, pour moi, ou le plan B, Z, peu importe, en tout cas, le dernier plan, c'est qu'est-ce qui se passe si ça foire complètement. Et mon truc, c'est de me dire, je dois envisager ce plan-là, parce que si j'arrive à accepter l'idée que peut-être ça va complètement, c'est à l'inverse de tous les conseils de développement personnel, hein, mais moi j'adore ça parce que je me dis, si j'accepte l'idée que si ça foire complètement, j'accepte cette idée-là, je pars avec moins d'enjeux. Parce que je me dis, ok, je joue une pièce, cette pièce, elle va me coûter tant. Si ça foire complètement, tu ne pars que pour le meilleur. Et si ce risque-là maximum est acceptable pour moi et qu'il ne me met pas en danger, à ce moment-là,
j'y vais, je prends la décision. Et je fais ça. Et à chaque fois, j'ai fait ça. Donc oui, c'était fou un peu, un acte de foi. Tu avais Je quand savais même que des j'allais survivre. processus Je savais que j'allais pour survivre. limiter les risques. Ouais. Mais oui, et puis je savais que j'allais pas mourir de ça. Au Ouais. pire des cas, je reprends un job de salarié et terminé. Et tu as perdu 20 000 balles. mais c'est Et pas j'ai grave. perdu 25 000 balles et puis je reconstruis et au moins Veni Vidi Vici quoi. Enfin tu sais, ou pas Vici mais bon. Pas voilà. Vici, mais Veni Pas Vidi. Vici mais voilà, Veni Vidi. Au moins voilà. Voilà. Et donc, ok, et donc 25 000 euros, c'est-à-dire que tu as acheté plus de 10 formations à l'époque, Ouais. mais tu les as toutes suivies? Ouais, mais j'ai acheté la tienne d'ailleurs. J'avais Ouais. acheté celle de. J'avais acheté une ou deux de Cédric Anissette, mais après c'était les déplacements aussi. Hein. Ça coûtait d'aller au séminaire et tout ça. Aux événements. Et tout ça. J'avais faisais le web de Connect. Je faisais enfin toutes les. de Jean-François Toutes Harvey, les web à de l'époque. Jean-François, web de Jeff. Tous les C'est à ce séminaires. moment-là qu'on a dû se croiser un moment. Oui, je pense qu'on s'est croisés là, ouais. Ouais. À l'époque, c'était vraiment. Il y avait que vous quatre hein, dans le game. Hein. Alors quand tu dis nous quatre, c'est. C'était David G, Aurélien, toi Aurélien et Macker. Sébastien. Ouais, on nous appelait les 4 mousquetaires. Ah, vraiment. Il y avait aussi quand même Cédric Anissette. Oui, mais il était un peu à part. Oui, oui, Et puis, il était pas sur le il était mécanique. il était plus dans l'immobilier. Bah, Ouais, il puis disait, Simon. il était dans l'immo, quoi. Ouais, dans les Pas, mots. pas dans l'entrepreneuriat. Absolument. Après, c'est mis par la suite, mais c'était pas ça. Ouais. Donc voilà, et après, il y en avait quelques-uns. Je crois qu'il y avait Lorenzo qui commençait un petit peu à lever aussi avec le speaker voix off. Il y avait Nathalie Cariou aussi. C'était la bonne époque. Mais c'est vrai Ouais, c'était une belle qu'on nous époque, appelait les 4 mousquetaires parce qu'on était un peu les 4. Ouais, vous étiez les leaders hein, Ouais, sur le marché, ouais, clairement. Hein. absolument. Voilà, et donc les grands arbres. Et donc, du coup, on prenait tous exemple sur vous, hein, sur comment est-ce que vous faisiez les choses. Moi, ne parlant pas anglais, vous étiez ma référence, moi, personnellement. Donc, j'ai acheté chez David G, j'ai acheté chez tout le monde, en fait. Voilà. Et ça fait des sous, un peu, tu vois, au bout d'un moment, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas de mastermind, ça n'existait pas, je crois. Mais voilà, c'était ça. Et donc, du coup, ça m'a permis de mettre un pied dedans. Il me manquait toujours un truc. Il me manquait le copywriting, il me manquait toujours des petites choses, en fait, des petits bouts. En fait, donc j'allais chercher un peu à droite à gauche. Et puis au bout d'un moment, à force de faire plein de formations, tu commences à être formé, tu commences Oui, et donc une fois que tu es à peu près fort, donc ça t'a pris combien de temps déjà sur toutes ces formations? Ouais, ça allait prendre 2 ans au moins. Ah, quand même. Et donc pendant ces 2 ans, tu n'as pas lancé de business? Si, parce que j'ai implémenté dans mon propre business. Donc en fait, j'avais lancé un petit business de coaching. Donc le fameux business. Ah, d'accord. Donc tu n'avais pas que le business d'objets publicitaires? Non, t'avais le non, business- là, je suis tombé, mais ok. ça n'a jamais fonctionné. Hein. C'était quoi alors, le Donc business? là, j'avais monté une boîte dans laquelle en fait, j'étais pas confiant. Donc problème d'estime de moi, j'avais pas cette confiance-là. Donc du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être confiant dans ce que je fais? J'avais les certitudes sur le fait que j'étais un bon vendeur. J'avais les certitudes que j'étais capable d'enseigner la vente. Donc je me suis dit, je vais apprendre aux commerciaux à devenir des meilleurs commerciaux. Sauf que ce qui vient à moi, c'est pas ça. C'est les commerciaux qui cherchent un job ou des cadres qui cherchent un job. Donc du coup, je dis, ok, je vais utiliser le marketing tel que je l'ai appris pour marketer les offres d'emploi. Et donc du coup, je me lance là-dedans et je markete les offres d'emploi. J'apprends en fait aux gens à trouver un emploi, à gérer les entretiens d'embauche, j'apprends tout ça, je lis plein de bouquins là-dessus. Moi, comme j'avais énormément recruté, j'avais énormément d'expérience là-dedans, donc du coup, je faisais vraiment ce truc-là en fait. Et je faisais quand même un petit 100 000, 200 000 euros par an, je me démerdais bien. Hein. Je faisais des CV vidéo, je faisais venir les gens, mais au bout d'un moment, le coaching, ça me saoulait. Parce que je faisais des coachings 1 à 1, et comme je suis un peu TDAH... Bah oui, puis je veux dire, c'est pas scalable. Ouais. Échanger Ouais. de l'argent contre de l'argent, Je me c'est très fatigue. bien pour démarrer parce que c'est simple. Ouais, je me fatiguais. Mais c'est pas ce qu'on veut. Ouais. Intellectuellement, tu sais maintenant que je suis dyslexique, donc du coup, je me fatiguais beaucoup. En fait, ça demandait un effort. J'aimais ça, mais ça me demandait trop d'efforts. Du coup, là, je me dis non, il faut que je fasse de la conférence et tout ça. Et j'ai l'idée de me dire, je suis formé au marketing. Je me suis formé chez tout le monde. Je me dis, je peux monter un business marketing. Et ce qui, je trouve, il manquait dans vos formations, c'était l'aspect de développement personnel dans vos formations. Et je me disais, comment est-ce que je peux aider les gens? L'angle que j'étais pris, c'est comment est-ce que je peux aider les gens en business, mais en leur disant qu'on va travailler leur développement personnel. Et trouver l'angle du j'ai peur de me lancer, j'ai peur de tout ça, alors que vous, l'angle que vous preniez, c'était un angle du faut se lancer, il faut passer à l'action, il faut machin, c'est tout. Et moi je disais, ouais, mais c'est pas facile de passer à l'action. Donc moi je vais t'apprendre à passer à l'action. Tu vois, c'était un peu le truc de je vais t'apprendre à passer à l'action. En tout cas, maintenant vous êtes sur ce discours-là un peu plus, mais à l'époque, pas trop. Et donc du coup, moi en fait, je me dis, il faut que je trouve. Et je me dis à l'époque, parce que on était beaucoup à l'époque dans ce que j'appelais moi le culte de la médiocrité. Rien de méchant. Et toi, par exemple, pour faire passer les gens à l'action, c'est pas parfait, vas-y, passe à l'action. C'est pas parfait. Hein. Et moi, à un moment donné, je me sentais pas à l'aise là-dedans. Parce que je voulais faire les choses. Je suis pas d'accord avec le nom que tu donnes à cette approche, mais vas-y. Mais en tout cas, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris à l'époque. D'accord. Et du coup, je dis, mais moi, non, moi, j'ai envie de faire un truc dont je me sens fier, dont je me sens, qui m'inspire. Tu sais, et à un moment donné, je me rappelle, j'ai une réunion, je suis avec Nicolas Penn, que tu connais. Je suis avec Sergio Lobari et Susanna Chroma qui ont fait Aska Édition, Napoleon Hill, les livres de Napoleon Hill. Et à un moment donné, je leur dis, j'en ai marre, maintenant je veux faire quelque chose dont je me sens fier. Donc je veux le meilleur pour mes clients, je veux le meilleur. Et donc là, je me dis,
maintenant, tu vas prendre uniquement le meilleur du top de ce que tu peux offrir. Et comme moi, je pense que je ne suis pas le meilleur, je me dis, associe-toi avec quelqu'un qui est le meilleur en développement personnel, en neurosciences, en tout ça. Et là, à ce moment-là, je rencontre David Lefrançois grâce à Martin. Martin Latulippe. Martin Latulippe, de qui j'ai acheté la formation, évidemment, parce que j'ai acheté toutes les formations. Et du coup, je dis, putain, mais alors Martin, en fait, je le rencontre. Avec David, on match direct, humainement parlant, on se kiffe. Et du coup, je dis à David, viens, on monte un programme ensemble. Et moi, je m'occupe du marketing, je m'occupe de tout. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, j'ai peur de me mettre devant la caméra. Donc, on va être tous les deux devant la caméra, mais je sais que lui, il était très confiant, il avait une aura de fou, il avait juste pas la visibilité. Et moi, pendant toutes ces années-là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'allais à tous les événements. Donc, je connaissais tous les acteurs du marché. Tous les acteurs du marché m'adoraient. Je faisais des garden parties, tu sais, sans rien demander. Hein, je faisais des garden, comme ce que je fais chaque été quand il n'y a pas le Covid. Donc, des garden parties, tu sais, où je faisais venir des gens. Il y avait tous les acteurs du marché qui venaient à mes gardens, en tout cas ceux que j'appréciais vraiment, qui venaient, avec qui j'avais matché, avec qui j'avais créé un lien. Et ces gens-là ont monté aussi, tu vois, petit à petit. Et quand j'ai voulu lancer, quand j'ai dit, ça faisait 3 ans que je faisais des garden parties, je demandais jamais rien. Puis je demandais à mes potes, écoutez les gars, je vais lancer, voilà, je pitchais ma formation. Je disais voilà, il va y avoir David Lefrançois dedans. On va parler de neurosciences, on va parler business, on va parler vente aussi, apprendre à se vendre, le rapport à la vente, ce que moi j'avais appris, ce que je connaissais. Mais alors attends, parce qu'avant ça, comment t'as convaincu David Lefrançois? Humainement. Parce qu'il ne te connaissait pas. Non, il ne me connaissait pas, mais humainement. C'était un nobody aussi. C'était un nobody, nobody de chez nobody. Ouais. Et en fait, David, lui aussi, était un peu nobody, pas trop, en tout cas pas loin de ça. Et David me trouve super génial humainement. Il valide mes valeurs à 2000%. Moi, je valide ses valeurs aussi à 2000%. On est comparés. On a tellement de conneries tous les deux et tout ça, pareil, qu'on tombe amoureux l'un de l'autre, tu vois. Et du coup, il me dit, bah, ok, on y va. Et on y va. Et il y a plein d'histoires autour de ça, mais on n'a pas 20 ans. Donc, du coup, voilà. Mais du coup, on y va. Et moi, je lui dis, vas-y, viens. Et donc, vous faites 50-50 sur le. 50-50. On y va à fond. Donc, toi, tu lui apportes le marketing, tout ce que tu avais appris dans ta dizaine de formations. Le réseau aussi, parce que quand après je lance le programme, David, lui, à tout seul, il n'en fait rien, tu vois. Ouais, d'accord. Et je me rappelle, lancement orchestré, on est à deux, tu vois. On enregistre les vidéos à deux. Je me rappelle, je suis la veille où je dois livrer la vidéo 1 de ma vidéo. On a tourné toute la vidéo, mais l'intro, c'est moi qui dois la faire. Je dois faire 7 minutes d'intro et tu sais comment ça marche, l'intro, c'est très très cadré. Donc j'ai un prompteur devant moi. Je ne suis pas confiant parce qu'à l'époque, je fais 50 kilos de plus. Quand même, donc du coup, je fais 50 kilos de plus. Donc j'ai un rapport à mon image. Quand Lisa a eu son accident de voiture, en fait, j'ai pris beaucoup de poids. Voilà. On peut peut-être faire une parenthèse là-dessus. Je sais pas si tu veux. Ouais, je sais pas si tu. On le fait. Oui, si tu veux. En fait, je sais pas si c'est même. Enfin, on se la garde en tête et après je te fais le truc. Et je me rappelle juste parce que je veux livrer un truc important pour les gens qui nous regardent et qui te suivent, c'est que je me rappelle la veille. J'ai tout procrastiné pour tourner cette première partie parce que je me sens pas confiant, je transpire, je suis pas bien. Et en fait, il y a Romain, mon caméraman, qui me dit Yaya, il faut vraiment tourner la vidéo. Et il est 1h du matin, on est 6h, il manque que mon bout de 7 minutes que je dois donner en fait et je dois livrer. Et j'ai la tête dans mes mains comme ça et je me dis mais qu'est-ce que je fous là? J'ai envie qu'on me téléporte et qu'on me dise voilà, mais j'ai pas le choix que d'avancer parce que il y a 20 000 personnes qui attendent une vidéo. Enfin, une famille, non, j'exagère, on devait être peut-être 12 000 ou 14 000 peut-être personnes ce qui est quand même été énorme, tous les partenaires envoyés pour moi. Et en fait, je me tiens la tête et je me dis, je n'arrive pas à tourner cette vidéo, elle ne me convient pas, j'arrive pas à la tourner. Et je me dis, qu'est-ce que je fous là? Et en fait, je dors 1 heure, je me réveille, je fais la vidéo d'un trait, on poste la vidéo 20 minutes sur le Vimeo avant, elle est convertie 20 minutes avant, on lance et on fait 700 000 € avec ce premier lancement. 700 000, c'est beau. T'imagines? Ouais. Et le truc de fou. Mais c'est plus d'argent que tu avais vu en toute ta vie. De toute ma vie, je me l'approprie même pas cet argent. Et donc, et puis bon, faut le dire, c'était en 1 semaine de vente à peu près, j'imagine. Le lancement orchestré, tu sais, donc c'est vraiment. Donc bien sûr, il y a du boulot en amont, mais quand même, c'est quand même 700 000 € qui tombent en 1 semaine. En 15 jours. Enfin, de commande. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. De commande, c'est pas d'argent encaissé directement, mais il y a des gens qui prennent des paiements de commande et tout ça. Ça reste un truc de ouf. Bah, ça reste un truc de dingue. C'est quelle année ça? 2014, 2015? Non, ouais, 2015, t'as raison. 2015, 2016. 2015-2016, ok. Ouais, c'est ça. Et donc là, bon, il y a les partenaires, donc faut leur donner des commissions d'affiliés. C'est pas 700 000 € dans votre poche. Non, oui, c'est ça. Non, on est d'accord. Plus c'est les chiffres enfin, c'est des maths de marketeurs, comme on dit, donc ça tient pas compte des remboursements, des oui, voilà. Puis j'ai eu 0 remboursement. Donc du coup là, vraiment en première année, il y a eu un élan sur le programme. Donc du coup, j'ai eu peut-être 5 remboursements sur 400 ventes. Ça va.
Tu vois, 400 ventes à 2000 balles, bon, tu te dis, ça va. Enfin, ouais, c'est à peu près ça, à peu près. Ouais. Non, c'est de la 1500 € ou un peu plus, c'était ça à peu près. Donc, ouais, c'est fou. Quand même, tu te dis, c'est dingue, quoi. Et ça a été fou, quoi. Ça a été dingue. Et c'est vrai que ça a été ben voilà, tu vois, je trouve que le fait de te retrouver, tu sais, souvent Churchill disait, si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Et en fait, moi, des fois, je me suis mis dans des situations d'audace, dont celle-là où je me suis retrouvé devant un prompteur, pas confiant du tout, à me tenir la tête et à me dire j'ai envie qu'on m'endorme, qu'on m'assomme et d'avoir un accident pour dire désolé les copains, je peux pas me lancer. Comme quand quand je suis arrivé en fait dans cette salle où il y avait tout le monde qui était super bien habillé, comme moi j'avais l'air d'un pouilleux, et de dire en fait viens, va-t'en et garde ta dignité. Le fait de rester, le fait d'être persévérant, le fait de te dire vas-y fonce, même si ça fait mal, fonce quand même, ça m'a profondément aidé en fait à réussir et à être là où j'en suis aujourd'hui, c'est certain. Ce côté Sagittaire ascendant Morpion m'a beaucoup aidé. Morpion. Oh, vraiment. Tu crois à l'astrologie? Non. Okay. Enfin, oui, excuse-moi, oui, mais je pratique pas. Ok, donc tu crois sans pratiquer, donc non, tu regardes pas ton horoscope, c'est bien. Non, oui, je regarde mon horoscope et je sais pas le voir d'ailleurs, mais par contre ça m'est arrivé de voir des astrologues. Tu vois, et c'était édifiant, j'ai trouvé ça fantastique. Ok. Mais est-ce que tu vas plutôt voir des astrologues comme une sorte d'outil pour te donner des pistes sur lesquelles tu peux réfléchir? Des médiums aussi. Moi, je vois des médiums aussi, je vois tout outil énergétique qui me permet en tout cas d'avoir une autre lecture des choses, je fais. D'accord. Je fais parce que je me suis rendu compte, en tout cas j'ai un travail spirituel, pas un travail. On va dire que j'ai une ouverture spirituelle, on va dire qui s'est fait depuis 6-7 ans maintenant, et que donc du coup je me suis rendu compte à quel point il y avait des personnes qui avaient accès à des informations auxquelles moi j'avais pas accès sur différents outils. Certains c'était l'astrologie, d'autres personnes c'est l'human design, d'autres personnes c'est la médiumnité et la canalisation, d'autres personnes c'est d'autres choses, et que ces personnes-là étaient des ressources pour moi. Et donc du coup ça m'aidait, en fait, tu vois, ça m'aidait en fait à développer peut-être un petit peu plus de certitude, de développer des... Voilà, ça n'est pas je prends pas de décision par rapport à ça, mais ça m'aiguille un peu. Voilà, je me dis, tiens, j'y vais, voilà. Il y a des fois, on m'a dit, ne lance pas à cette période, j'ai quand même lancé, ça a marché quand même. Donc, tu vois, voilà, donc je suis comme, j'aime bien faire l'équilibre entre le terre-à-terre, on va dire, et l'aspect spirituel aussi, qui, pour moi, dans ma vision, dans ma lecture du monde, est assez indéniable aujourd'hui, qu'il se passe quelque chose ailleurs. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Voilà, je le vis. Ok. Et donc... par rapport à Isas, tu vois, oui, on a donc pour rester sur ces choses spirituelles. Enfin, je sais pas si c'est connecté, mais donc il s'est passé une tragédie dans ta vie. C'était un peu avant que tu te mettes à l'infoprenariat. Complètement, avant même que je sois directeur commercial. Ah oui, d'accord. C'était vraiment jeune dans. J'ai 24 ans, j'ai 25 ans. J'ai fait 25 ans en soins intensifs. Donc tu étais ok pour en parler Oui, hyper ok. Oui. En fait, je suis en train d'être formé par ce fameux mentor. Qui m'a formé à la vente et tout ça, et je reçois un coup de fil de ma belle-mère, même pas un coup de fil, un texto de ma belle-mère. À l'époque, c'était il faut appuyer 3 fois sur A, 3 fois sur B, 3 fois sur 1, 2, 3. C'est sur le truc, et ma belle-mère, je sais très bien qu'elle ne sait pas utiliser son téléphone très mal, donc et elle me dit appelle-moi. Et rien que ça, déjà elle m'envoie jamais de texto, je sais que c'est grave. Et donc je l'appelle, et moi j'ai quitté Isa le matin, je me dis, et puis elle me dit, Isa a eu un gros accident de voiture, l'hélicoptère l'a amené, ça m'a rien de t'en parler, ça me met dans l'émotion. L'hélicoptère en fait l'amène à l'hôpital et elle me dit elle a eu un accident de voiture, elle a un truc au cou, mais elle me dit pas vraiment ce que c'est. Et je dis ok, donc évidemment moi je suis un peu en panique, je quitte mon boulot dans l'immédiat, je vais en fait à l'hôpital, j'attends avec eux, en fait il y a toute une procédure, s'ils ne veulent pas me laisser rentrer parce que je suis pas de la famille, je suis seulement de petite amie, bon, bref il y a tout un truc où je me bats en fait là-dessus, pareil, je me bats et je me retrouve de l'autre côté, et j'ai ma belle-mère, mon beau-père qui me regardent, qui sont tous liquéfiés, on a le médecin qui arrive et qui nous dit, elle est tétraplégique, elle a donc C5, C6 qui a été froissé, et donc du coup perte de mobilité, perte de sensibilité au niveau des doigts, elle pourra peut-être plus s'alimenter toute seule, plus parler toute seule, plus s'alimenter toute seule, donc il y a vraiment toute une nouvelle qui moi m'effondre, me détruit, et du coup là moi je me dis putain comment, enfin qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais quoi, tu vois, et puis moi je me dis et tous les psys me disent il faut partir, t'as 24 ans, t'as 25 ans, t'as toute la vie devant toi. Ah, tu vas voir des psys qui te disent ça? Les 2 psys que je vais voir me disent il faut que tu partes. Waouh. Et j'ai insulté ces psys, et aujourd'hui j'ai compris, parce qu'en parlant avec d'autres psys, en fait, qu'ils me disaient que c'était une méthode de déshocking.
de déchocage, ça, pour les gens en fait qui suivent un drame comme ça. Et en fait, excuse-moi, ça me met un peu dans le bad. Et en fait, quand tu vis en fait un truc comme ça, les psys te disent ça pour te donner l'autorisation. Parce que sinon, par culpabilité, tu ne te donnes pas toi l'autorisation de partir. Et tu te dis, ben non, je ne peux pas laisser tomber. T'imagines l'ordure que tu es si tu t'en vas alors que ta copine elle a un accident. Donc les psys, en gros, sont là pour ça, en fait, aussi. Pour te dire, pour te protéger toi. Et donc du coup, c'est normal que cette émotion, enfin, on va dire que et qui te dit ça, en fait. C'est un peu normal, en fait, qui te dit ce truc-là. Et donc, du coup, moi, je décide de rester. Et puis je mets un pied dans le handicap et du coup c'est une vie, ça me donne encore plus la niaque, je pense, tu vois. Wow. Tu vois, tu sais quand t'as ta petite amie que tu travailles le matin, que tous les matins que Dieu fait, t'as ta petite amie en fait, il y a une personne qui vient pour la doucher, pour la laver, que toi tu es obligé de gérer des fois des situations dans lesquelles toi tu es obligé de faire l'infirmier et tout ça et tout, alors que moi c'est pas mon métier, tu vois. Et quand tu vois tout ce qu'elle supporte elle, je te dis je peux pas me donner d'excuses, hein, tu vois, pour ne pas aller à fond dans ce que je dois aller, dans ce sur quoi je dois aller dans ma vocation, aller dans tout ça. Et donc, je me suis beaucoup battu grâce à elle, pour elle, dans cette situation-là. Et après, il est venu un moment où le handicap est devenu trop lourd et a tué probablement la relation de couple, d'amour que j'avais. Pas d'amour, parce que je crois que je l'aimerais toute ma vie, cette femme-là, parce qu'elle est tellement extraordinaire que je peux pas, tu vois, et elle m'a tellement apporté, on est resté 16 ans ensemble, tu vois, donc de 20 ans à 36 ans, donc c'est quelqu'un qui comptera toujours dans ma vie, même si aujourd'hui elle a nourri quand même une certaine colère quand même encore contre moi parce que je l'ai quitté, je le comprends et c'est ok, tu vois. Mais c'est quelqu'un de qui j'ai énormément de respect parce qu'elle m'a tellement apporté et elle m'a aidé à réussir, elle m'a aidé à avancer. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans l'épreuve que j'ai vécue, qui est une sacrée épreuve, c'est sûr, mais qui est une épreuve, voilà, qui m'a aidé à me construire. Je dirais pas que ça a été une bénédiction parce qu'on ne peut pas dire ça, mais par contre qui m'a aidé à me construire et aidé à développer certaines choses chez moi, quoi. Et ouais, moi je trouve que je regrette aucunement ces 16 années. Tu vois, beaucoup de gens qui connaissent cette histoire-là me disent waouh, elle a eu de la chance de t'avoir. Parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point moi j'ai eu la chance de l'avoir aussi. Et moi aussi j'ai eu. Parce que c'est pas parce que la relation s'est arrêtée qu'elle était ratée. C'est pas parce que la relation a été modifiée un temps et que j'ai dû vivre avec le handicap et tout ça pendant des années que cette relation-là a été un calvaire. Je suis parti à Orlando, aux États-Unis avec elle. Je l'ai transférée sur des manèges de ouf. En fait, où les gens ils me disaient, il est fou ce mec, je faisais 150 kilos à l'époque, j'étais quand même 140 kilos quasiment. Et je la transférais, je la portais, en fait, elle faisait 80 kilos, quelque chose comme ça, parce qu'on a pris du poids tous les deux. Et je la transférais carrément sur les manèges. Et je la sortais des manèges, mais super rapidement, en fait. Et on a fait des trucs. On est parti un mois à Orlando, on a fait des trucs que même des valides ne font pas. Wow. Donc tu te dis, qu'est-ce qui est impossible dans la vie? Pas grand-chose en vrai, tu vois. Donc ça m'a aidé aussi, je crois, à développer aussi la croyance qu'on est capable de tout, on peut tout arriver, on peut tout faire. Même avec des entraves, même avec des chaînes aux pieds, tu peux avancer. Même si moi, j'avais le boulet du manque d'estime de moi, ça m'a pas empêché d'avancer. Ok, j'avais même d'estime, ouais, j'avais le syndrome de l'imposteur et ça m'a pas quitté. Ok, peu importe, je peux avancer même avec des boulets aux pieds. C'est pas pour la majorité des gens, ils veulent se débarrasser des boulets pour avancer. Mais avance avec tes boulets et après, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu vas les lâcher au bout d'un moment. Moi, c'est fou. L'amour de moi, j'ai réussi à le gérer depuis, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que je gère ce manque d'estime de moi en me disant, en créant, en fait, c'est comme si je créais une espèce autour de moi, comme un temple autour de moi qui est inviolable. D'accord? Dans ce temple-là, je mets tous les petits Yannick qui ont été blessés, qui ont été humiliés, qui ont été tous ces petits Yannick-là qui, à l'époque, auraient dû être protégés par des adultes, ils ne l'ont jamais été. Et tous ces petits Yannick-là, je les mets dans ce temple-là, je mets tous mes rêves dedans, et il n'y a personne qui les touche. Et c'est moi qui les protège aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on me parle mal, à une époque, j'avais tendance à dire, oh, tu me parlais mal, c'est pas grave, tu laisses tomber, tu machin. Aujourd'hui, je dis, non, d'où tu me parles mal? Parce que quand tu me parles moi, tu leur fais mal à eux. Et en fait, le fait de mettre ça en face, ça m'a aidé dans ma posture, en tout cas, à être beaucoup plus ancré et beaucoup plus ferme aussi, tu vois, par rapport à certaines choses. Et je reste empathique, je reste quelqu'un de très empathique parce que c'est ma nature et que je suis comme ça. Mais à côté de ça aussi, je sais montrer les dents et je sais taper du poing sur la table quand il faut. D'ailleurs, c'est ce dont je parle dans mon livre en soi. Tu vois, ton livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Beau titre. Qui est un très bon livre qu'on est édité dans la même maison d'édition. Le Duc. Et chez le Duc, Alizio.
l'ISO, c'est la collection. Ouais, c'est la collection, exact. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Maintenant, ça fait partie d'Albin Michel, maintenant. Oui, absolument. C'est cool. Ouais. Donc voilà, et je suis très heureux parce que le livre marche vraiment bien et que voilà, ça fonctionne bien et que je suis content de porter ce message-là. Je suis content de porter ce message, de se dire, sois gentil, tu peux être gentil, mais apprends aussi à être gentil avec toi-même, apprends aussi à taper du poing sur la table, apprends aussi à te respecter au travers de ta gentillesse aussi. Et à pas dire oui à tout, parce que c'est pas ça la vraie gentillesse, tu vois. Apprends à comprendre qu'est-ce que tu achètes avec ta gentillesse. Est-ce que tu achètes de l'attention? Est-ce que tu achètes ton manque de confiance et d'estime de toi? C'est ça que tu achètes? Est-ce que tu veux de l'attention, tu veux que l'autre t'aime? Ben, c'est peut-être pas le bon angle, tu vois. Apprends en fait à te purger de plein de choses en fait. Et souvent les gentils qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui nous regardent ici, probablement, je pense qu'on a tous un fond de gentillesse en nous, si tu assumes ta gentillesse en vrai, tu apprends que ta gentillesse, c'est pas être un béni oui-oui, c'est pas le manque d'affirmation de soi, c'est pas le manque d'estime de soi, c'est pas nos croyances, nos peurs, c'est pas ça. Parce que la gentillesse, on se cache derrière toujours ça pour dire oh oui, j'ai pas réussi parce que tu sais, je suis trop gentil, tu sais, je peux pas. Non, la vente, je peux pas, je suis trop gentil, je peux pas. Pour être un vendeur, faut être un requin. Rien à voir avec ça. Au contraire, un vendeur qui est un vrai gentil, qui est vraiment ancré, qui est là pour aider ses clients, est un très bon vendeur qui vend plus que n'importe quel autre vendeur. Intéressant. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup à développer là-dessus. On va avoir l'occasion de revenir sur un petit peu les croyances différentes que tu as par rapport à la plupart des gens. Donc juste pour finir, donc tu fais ce lancement de 700 000 euros et voilà, tu as des étoiles plein les yeux, tu dis ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma vocation. Clair. Et depuis, tu as fait surtout ça finalement, hein, tu as développé la Neuro Business School avec David. Et c'est aujourd'hui un programme qui fait partie du paysage francophone des entrepreneurs. C'est ça. Et c'est ça fou. fait partie des piliers, quoi. Quand je vous voyais à l'époque, je me disais, mais ils sont inatteignables, c'est impossible de faire ce que ces mecs font et tout ça. Quand je me disais, tu vois, j'avais ce type de. À l'époque, on faisait des lancements même à 500 000 euros. Ouais, 500 000 euros, 400 000 euros, c'était ça. Ça paraissait énorme. Hein. Aujourd'hui, bon, ça paraît. Ça paraît bien. Voilà. C'est très bien. 200 plus, ouais, c'est okay. Bien. Voilà. Il y a tellement plus aujourd'hui. Donc voilà. Mais je suis heureux de ça. Tu vois, je me dis. C'est chouette. Alors après, ça m'a valu aussi beaucoup de stress, beaucoup de. Tu vois, au début, il a fallu livrer aussi. Ah, bah oui. Tu sais, au début, tu vends le lancement et puis après, tu livres parce qu'au début, ta formation, elle n'est pas prête. Puis quand tu livres, ça te plaît plus. Donc tu dis, putain, merde, il faut que je relivre. Donc l'année d'après, tu refais, puis tu refais, puis tu refais parce que tu as la matière. Et puis au bout d'un moment, tu rodes ton discours, tu rodes tout ça et puis tu deviens meilleur. Je crois en tout cas. J'espère au bout d'un moment que tu deviens meilleur pour livrer tes trucs. Et je trouve ça cool en fait. Tu vois, je trouve qu'on a un beau métier et je trouve que c'est un mix parfait pour moi entre. Je me sens pas un infopreneur pur. Moi, je me sens un formateur qui est sur Internet. Formateur, un conférencier, qui c'est un entrepreneur qui s'est mis sur Internet et qui vend son savoir et qui vend en tout cas un savoir. Et je trouve ça cool en fait. Parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai des enseignants, des professeurs qui enseignent pour moi et je trouve ça génial aussi. Tu vois, d'être aussi l'animateur de tout ça et d'orchestrer tout ça. Je prends la place que j'ai envie de prendre aussi en fonction de ma personnalité, quoi. Tu vois, on parlait tout à l'heure, tu vois, tu me disais, tu parlais de la France et de tout ça, des avantages à vivre et pas vivre en France, tu vois. Et moi de me dire, toi tu as fait un choix, tu vois, et moi de me dire, ben, aujourd'hui je fais le choix de payer le fait d'être en France, même si j'y réfléchis, hein, des fois je me dis, tiens, et pourquoi pas, tu vois, vivre ailleurs et aller m'expatrier, tu vois. Mais c'est pas partie j'ai la chance de pouvoir avoir ce choix de vie. Et si demain, un jour, ben, je décide de faire un autre choix de vie, je ferai un autre choix de vie, mais oui, c'est un peu ce que tu me disais, tu sais, je mets mon entreprise à mon service, un peu aussi. Et donc du coup, aujourd'hui, moi, vivre en France me va bien. Peut-être que ça changera avec le temps, on ne sait pas. Et donc, est-ce que tu peux partager quel était le meilleur lancement de la Neuro Business School? Vous avez fait combien? On a fait 1,6 million. Ah, c'est beau. Ouais. C'est pour montrer un peu ce qu'on peut faire comme évolution à partir du 700 000. Donc vous avez plus que doublé le résultat initial. Oui, c'est ça. On a quasiment fait que augmenter. Juste l'année dernière où j'ai fait moins. Voilà, que j'ai expliqué, j'ai fait des conneries. Je fais des conneries. On fait tous. Voilà. Mais dans un lancement, il y a beaucoup de choses qui se peuvent foirer. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Puis en plus, moi j'ai envie d'être créatif. À chaque fois, je veux réinventer la roue. Donc du coup, des fois, tu fais des trucs. Bref, voilà. Et donc, ok. Donc là, tu as ce business qui commence à bien fonctionner. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment tu es passé à un business qui est au service de ta vie. Parce que tu l'as dit, c'était pas le cas au début. Petit à petit, je me suis donné les autorisations. Parce qu'au début, tu avais l'impression qu'il fallait souffrir. C'est vrai qu'il y a vraiment cette croyance ancrée, souvent de manière inconsciente, que si tu n'es pas en train de souffrir à ton boulot, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un truc, c'est pas normal en fait. Ouais. C'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, alors qu'en fait, c'est pas obligatoire. Et comme je te disais, je l'avais intellectualisé ce truc-là. J'avais compris ce truc-là parce qu'en développement personnel, j'ai bouffé du Robbins. Tu l'avais pas compris dans tes tripes. Mais je l'avais pas intégré. Il y a une différence entre le comprendre là et le comprendre vraiment. Il y a un décalage. C'est comme le pardon.
sais, des fois, tu pardonnes à quelqu'un, tu dis, bon, c'est bon, je te pardonne. Ouais, puis en fait, Mais au fond, tu n'as pas pardonné, en fait. Ça prend du temps. Tu vois, aussi, tu pardonnes à tes parents, à qui tu dois pardonner, ben, c'est ça. Ça prend du temps. Et donc, je n'avais pas intégré, mais c'était là. Tu vois, bon, je pense que ça va dans ce sens-là, de toute manière. Au début, tu le mentalises, puis après, la pièce tombe dans ton cœur, quoi. Ça prend du temps, tu vois, c'est ça. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que tu apprennes à déléguer, que tu apprennes à. Puis, tu sais, au début, tu as 700 000 euros, mais tu as l'impression que rien t'appartient. Tu dis, il y a le TVA qui va partir, il y a telle chose qui va partir. Les commissions d'affiliés, tu partages avec ton partenaire. Ouais, donc tu dis, en fait, il va plus rien me rester. Donc, du coup, j'étais très prudent et je voulais rien. J'investissais dans rien, je faisais tout, tu vois, moi. Puis, c'est la deuxième année, j'ai dit, il m'en reste un peu quand même. Donc, bon, quand même, tu vois, je vais quand même essayer d'optimiser, quoi. Et donc, voilà, c'est ça. Tu commences à t'autoriser, alors qu'est-ce que tu as fait pour optimiser? Je me suis entouré d'une assistante. Oui, pour tout ce qui est administratif. Pour tout ce qui est administratif. Après, j'ai pris un directeur technique. Voilà. Qui était responsable de quoi alors? Qui était responsable de toute la partie technique, LearnyBox, tous les liens, tout le logiciel, tous les logiciels en fait pour ça, optimiser tout ça. Après, j'ai commencé à prendre des closers. Je me suis dit tiens, j'étais un des premiers. J'étais un des premiers. Je crois que j'ai commencé en 2015. Tu sais que c'est quelque chose de très français, francophone, mais que aux États-Unis, ils font pas, ou quasiment pas. En tout cas, ceux qui font des lancements. Dans la finesse marketing pure, quoi. Au Brésil, ils font pas. Et en Russie non plus. Enfin, c'est dingue quand même d'avoir ça dans la culture. Et le premier lancement, c'est moi qui ai closé. Elle t'a appelé? Ouais, c'est pas moi qui ai appelé. Je donnais mon numéro, je disais aux gens de m'appeler s'ils avaient des doutes. Okay. Les gens m'avaient au téléphone, ils disaient ah mais c'est toi qui es sur la vidéo? Oui, c'est moi. Ouais. Donc quelles questions vous avez? Et je répondais aux questions et j'avais des plages de journée en fait pour. Moi tu sais que je fais quasiment pas d'appel. Moi déjà j'ai jamais fait d'appel moi-même et là j'ai juste quelqu'un dans mon équipe qui appelle les abandons de panier. Ouais. Et qui aussi, on avait mis un numéro WhatsApp où on était dispo. Mais toi, tu es un ninja de l'optimisation. Tu es vraiment. Moi, de toute façon, je me focalise toujours sur 80-20 qui m'amène de la qualité de vie. Ah oui, mais à terme, il faudra peut-être que j'ai des closers. Mais jusqu'à présent, tu vois, j'ai dû faire le plus gros lancement, c'était 1,4 million et j'en ai pas eu besoin. Peut-être que j'aurais fait 1,6 ou. Tu fais combien de pourcents de vente avec tes closers sur un lancement? C'est une bonne question, je ne sais pas. Ouais. Je sais pas parce que c'est difficile. C'est difficile parce que comme c'est nous qui le ramenons le flux, c'est difficile de savoir quelqu'un qui a été convaincu par le closer vraiment, ou est-ce qu'il était déjà convaincu, il a juste eu le closer pour le rassurer. Donc c'est difficile de savoir, d'avoir cette info réelle. Et puis les closers sont pas forcément dans l'intérêt de te dire que c'est pas grâce à eux qu'ils ont vendu. C'est vrai. Tu vois, donc du coup c'est difficile d'avoir ce truc-là, mais je donne quand même la cote. Mais voilà, mais c'est quand même, c'est pas évident en tout cas à savoir réellement. Mais oui, après sur les abandons de panier, tout ça et tout, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire. Et moi je l'avais fait la première année et j'avais trouvé ça très plaisant d'ailleurs dans ce parce que c'est agréable en fait. C'est pas du closing, tu fais de la prise de commande et du conseil en fait. C'est de l'aide à la vente en fait. C'est pas du closing. Le closing, le mot, c'est genre tu convaincs quelqu'un et tu le tords. Non, là, tu sais, c'est que du kiff quoi. Les gens sont là, ah j'ai vu, c'était génial, c'est tout. Ok, quelle question vous avez? C'est de l'aide à la vente en fait, mais c'est pas de la. Tu sais, moi j'aime bien dire en fait que quelqu'un de convaincu, c'est un con qui a été vaincu. Ok, c'est un con qui a été vaincu. D'accord. Ouais, c'est un convaincu, donc je préfère être dans l'inspiration, dans le côté, viens, tu aides une personne à prendre à passer à l'acte de vente. Toi, tu es fier de ce que tu fais, donc tu en parles avec passion. Tu vois, et c'est ça qui fait que, voilà, j'ai plus intérêt à ce que les gens soient inspirés à venir plutôt qu'à essayer de leur coller les attraper par le col en fait et à leur dire, voilà, ou à les faire culpabiliser, donc tu veux pas réussir, tu veux faire quelque chose que je fais pas. Tu vois, viens si t'es prêt, t'es la cible, t'es bien qualifié, viens avec nous, on va vivre une aventure. C'est ça quoi. Okay. C'est vraiment ça le truc quoi. En fait, moi c'est comme ça que je vois le truc. Mais tu vois, c'est une manière différente de voir les choses quoi. Ouais, très proximité, très là-dedans. Là où toi t'es très dans la qualité de vie, mais c'est très inspirant. Aussi, toi, tu as très vite compris l'idée que la boîte devait être à ton service, j'imagine. Oui, tout à fait. C'était pour ça que je me suis lancé sur Internet. Oui, c'est ça. Parce que j'avais connu les 60-70 heures par semaine en prenant une semaine de vacances par an. Ouais, et puis donc, moi, je te vois évoluer, je te trouve impressionnant dans la durabilité. C'est-à-dire que ce qui m'inspire beaucoup chez toi, c'est cette capacité que tu as à durer dans le temps, à être quelqu'un qui sait rebondir et qui à la fois n'en fait pas trop. C'est-à-dire que tu es vraiment, en fait, tu as un très bon équilibre. Tu sais, je ne sais pas si tu as une ouverture spirituelle très grande et tout ça, mais il faut avoir un très gros lâcher-prise quand même pour faire ce que tu sais faire quand même. C'est-à-dire à dire, j'ai confiance, ça va aller. Tu vois, ça va se faire, même si je ne fais pas toutes les techniques, tu sais, pour ne pas être attiré par l'objet brillant, à chaque fois la nouvelle technique, le nouveau truc. Non, je fais ce qui fonctionne, les fondamentaux. Tu vois, les fondamentaux qui vont bien et j'ai foi. Ouais. Tu vois, et c'est beau. Hein. Ouais, bah merci. C'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de partager, mais qui n'est pas très compris par la plupart des gens. C'est parce que, c'est ce que je dis, moi je me focalise sur les stratégies et techniques qui idéalement fonctionneront encore dans 10 ans et même plus.
Il faut le savoir. Et les dernières modes, ça m'intéresse pas trop. Et surtout, la plupart des gens comprennent pas qu'il y a une décorrélation entre ce qui est la mode et ce qui fonctionne. C'est pas identique en fait. C'est pas parce que quelque chose est à la mode que ça fonctionne. C'est pas parce que quelque chose n'est pas à la mode que ça fonctionne pas. Ça peut ou pas. Ça dépend. Exactement. Et il faut le tester. Et si tu le testes, tu sais que c'est à double tranchant, que tu peux, voilà. Mais il faut pas faire reposer tout ton business sur que des actes de foi. En fait, voilà, qu'à un moment donné, c'est important de se focaliser sur tes fondamentaux aussi. Voilà. Et qui sont importants, quoi. Ils sont hyper importants. Un lancement tel qu'on les fait nous, comme tu les fais, comme je l'ai fait, c'est des techniques. C'est 1 + 1 = 2. C'est un peu comme ça. Alors des fois on essaie d'innover, des fois on se foire un peu, mais bon, c'est tellement fort comme outil que ça fonctionne quand même. Et donc pour revenir sur le développement de ton équipe, donc tu as commencé par l'assistante administratrice, je pense que c'est clairement le premier truc à faire parce que c'est vraiment casse-pied, c'est pas une grosse valeur ajoutée, donc que toi tu le fasses. Moi je trouve qu'il y a de la valeur ajoutée à ce qu'elle le fasse. Oui, voilà. C'est ça. Ensuite donc tu as dit c'était le technique et après donc les closers. Ouais, c'est ça. Technique et marketing aussi. Hein. Il y a un petit côté marketing aussi. Tu vas écrire tous les mails et tout ça. Ah, donc c'était pas juste technique, c'était aussi copywriter. Ouais, copywriter. Donc il écrivait les emails, les pages de vente. En fait, au début, j'ai commencé avec une assistante et un copywriter qui savait faire la technique. Okay. Et lui, j'ai donné un pourcentage sur le lancement. Je trouvais ça intéressant, tu vois, même si c'est moi qui donnais la plupart des scripts et tout ça, d'avoir quelqu'un comme ça. Après, j'ai pris un technique. Et j'ai pris toujours comme un marketeur, en fait, quelqu'un qui a toujours les dernières techniques, parce que moi, ce que je dis souvent, il faut être très conscient de nos talents. Moi, je sais que je suis bon dans l'inspiration. Je suis bon pour trouver les idées. J'ai un bon instinct de marketeur, mais je ne me considère pas comme un marketeur. J'ai un instinct, j'ai les bonnes idées. J'ai toujours des trucs qui vont toucher émotionnellement les gens. J'ai cet instinct-là, mais écrire, c'est pas mon truc. Tu vois, le côté dyslexique, il y a un côté, tu vois. Donc, je donne mes idées aux marketeurs et ensuite, eux, ils font, voilà. Et à chaque fois, c'est ma voix, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis, mais tu verrais les vidéos de vente, comment en fait elles s'écrivent où c'est moi qui parle, ils me posent des questions, je parle et eux retranscrivent et je redis ça après autrement pendant le lancement, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. En fait, j'ai adapté mon format de création à ma boîte. D'accord. Tu vois, parce que sinon, tu dis, bah là, à un moment donné, tu t'assois et puis tu écris des mails. Ah non, moi non. J'écris pas de mail parce que je veux pas écrire. En fait, tu vois, j'arrive pas à me mettre devant mon ordinateur et écrire, sinon ça prend 3 heures. Ça prend très très long. Alors que par contre, au niveau verbal, au niveau de mon flow de parole, c'est là que je crée le mieux. Et là où je crée le mieux, c'est dans la conversation. D'accord. Donc comme je crée dans la conversation, ben, j'enregistre les conversations et je paye des gens pour écouter ça et récupérer ça. Ah, et c'est là qu'ils chopent les pépites. La plupart des gens chopent les pépites dans ces moments-là. Et donc ils en font quoi? Des articles, Ouais, des articles, des posts sur Instagram, alors pas des réels encore, mais ça viendra peut-être, tu vois. Tu vois, si je le faisais comme ça, mais comme toute mon équipe est un peu disséminée un peu partout, j'ai personne à Toulouse. Du coup, c'est ça, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose qui a été très important pour moi. Si je veux mettre au service, ma boîte à mon service, c'est que je sois aussi dans la notion de qu'est-ce qui me pèse, moi, et quelle est ma manière de créer. Et c'est important, je crois, de trouver son format de création. C'est-à-dire que je pense que tu as des gens, ils sont très forts, en fait, pour se mettre devant une caméra, allumer la caméra, et puis créer du contenu. Moi, si je fais ça, je suis très moyen là-dedans. Je vais être pas mauvais aujourd'hui parce que j'ai un peu l'expérience de la caméra maintenant, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus, je suis pas à l'aise là-dedans. Par contre, tu me mets sur scène, ou tu me mets en conversation avec quelqu'un, avec plusieurs personnes ou en hot seat ou avec des trucs comme ça, je peux être très très bon. Je vais trouver des idées, de la créativité de fou en fait là. Donc, comme je crée mieux comme ça, je donne rendez-vous à mon équipe, vous êtes là, on discute et on crée en même temps. Et c'est au travers de la discussion que moi je crée. Parce que sur pareil, tu peux avoir une espèce de culpabilité, tu sais, à dire ah putain, j'arrive pas à me mettre à mon bureau et à bosser. Moi c'est mon truc. Je sais pas me mettre à un bureau et bosser. Je sais pas faire ça. Les seules fois où je le fais, même mon assistante le sait. Il faut que je prenne rendez-vous avec quelqu'un pour être avec cette personne-là et bosser à ce moment-là. Et même quelquefois, ça me fait chier. Donc, tu vois, du coup, je dis, non, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'assiste dans tous ces trucs-là. Et là, je suis à mon meilleur. Parce que je suis dans ma créativité et j'ai besoin de gens qui aiment ça. Et j'ai trouvé ces gens-là. Donc, ça, c'est fabuleux. Oui, puis ça montre bien qu'il ne faut pas... il faut savoir être créatif et ne pas se mettre de barrières dans sa capacité à organiser son équipe. Non, parce que des fois, tu prends autour de soi pour pouvoir maximiser ses capacités. Oui, des fois, tu prends. Parce que c'est intéressant, ça, tu vois, tu pourrais. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui pourraient dire, mais non, je vais pas juste m'enregistrer et puis donner ça à des gens, c'est bizarre. Ils se bloqueraient tout de suite alors que ça se teste en fait. Tu sais que nous, on crée des posts en fait sur WhatsApp avec mon équipe.
Elle m'envoie, elle me dit tiens, je t'envoie cette photo, ça t'inspire quoi? J'ai une photo de moi petit ou une photo de machin. Ah, ça m'inspire ta truc. Tiens, l'autre jour, tu m'as parlé de ça. Ça t'inspire quoi? Je fais un audio, ça m'inspire ça. Elle retranscrit. C'est génial. Et tu vois, par exemple, tu prends un mec comme Antoine BM, que tu connais. Je le connais pas bien, on s'est déjà croisé à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui est assez sauvage et tout ça. D'ailleurs, c'est sauvage. Oui, il est assez sauvage dans ça. Enfin, je pense, en tout cas, avec moi, il a été. Bah, il va pas aux événements, si c'est ça que tu veux dire. Non, mais moi, plus que ça. Ouais. Moi, je l'ai croisé un jour dans un hôtel, en fait, et il a été très sauvage. Antoine, si tu me regardes, tu as été très sauvage. Non, mais c'était rigolo. C'était marrant, en fait, c'est presque comme s'il me fuyait. Donc, c'était assez rigolo. Mais peu importe, parce que lui, il a du génie, ce mec-là. Moi, je suis tombé sur. Alors, je suis pas forcément Antoine dans ce qu'il fait, mais ça me rappelait un petit peu ce que faisait Jean Rivière à l'époque, où je suivais beaucoup Jean Rivière. J'ai aussi beaucoup de formations de Jean aussi. Et Antoine, ce que je trouve qu'il a de génial, ce mec, c'est qu'il est dans son génie quand il écrit, qu'il crée du contenu. Il est vraiment dans son génie là-dedans. Et je trouve ça fabuleux, parce qu'il a une superbe capacité à se mettre devant sa caméra et à livrer, à vulgariser. Il est très fort là-dedans. C'est pour moi un génie là-dedans, comme toi, tu as ton génie dans une certaine mesure, dans d'autres trucs, mais chacun a son format d'apprentissage. Et je crois savoir qu'Antoine adapte beaucoup son business. Déjà, il est très dans le 20-80, je pense comme toi, il est très minimaliste dans sa manière de voir les choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et je crois qu'il y a une part chez lui, en fait, après il faudrait lui demander, parce que je sais que tu le connais bien, mais je crois qu'il y a une part chez lui où vraiment il ne fait que ce sur quoi il a du génie. Et tout le reste, je pense qu'il le délègue. Et je trouve ça très fort, en fait, de trouver son propre format. Souvent, on a une tendance à être dans le mimétisme des gens qu'on suit. Et en fait, non, peut-être que, par exemple, toi, Olivier Roland, c'est faire des vidéos et faire des interviews. Tu vois, voilà, David Laroche, c'est une chose, David Lefrançois, c'est une chose. En fait, il faut trouver son format, pour moi, de partage. Et t'en as, c'est l'écrit, t'en as, c'est tout ça, et on a chacun le sien. On a une zone de génie pour partager les choses. Je pense que, je ne crois pas que l'univers fasse en sorte qu'on soit intéressé à un sujet et qu'on ne nous équipe pas pour savoir le partager. Je pense qu'à un moment donné, il y a un truc. Voilà. Ça fait partie des croyances spirituelles, mais je crois qu'à un moment donné, on a tous quelque chose. Il faut juste le trouver. C'est comment est-ce que je craque le code de mon propre système à moi. Comment est-ce que je suis, moi, à l'aise là-dedans. Et moi, il se trouve que ma manière d'être détente, c'est de converser. Ou c'est d'être sur scène. Parce qu'il y a une vibration dans la salle, il y a un truc que je ressens, en fait, qui fait que j'ai un truc sur scène qui est facile pour moi. Ok. Voilà, mais ça coûte cher d'être sur scène. En tout cas, ça coûte cher. Je suis souvent invité, mais ça coûte cher de t'organiser tes propres événements. C'est trop risqué, quoi, tu vois, c'est très risqué. À moins que tu comprennes ta scène dans ton lancement. Et là, c'est différent. Et donc, aujourd'hui, tu travailles combien d'heures par semaine? Comment est-ce que tu vois le travail? Est-ce que tu vois en désagréabilité? Je te pose la question, comment toi tu vois le travail? C'est ça. En fait, moi, j'estime être du travail quelque chose qui est un peu désagréable pour moi, ou que je n'aime pas trop faire. Et si c'est ça, si je travaille 1 heure par semaine, c'est le bout du monde. Ok. D'accord? Vraiment. Et encore là, tu vois, hier, j'ai géré un peu d'administratif. J'ai passé du temps parce que je suis en période de contrôle fiscal. Donc, du coup, je passais du temps. Félicitations. Merci beaucoup. Mon dépucelage. Donc voilà, mais du coup, ça m'a pris du temps et j'aime pas tout ce qui est administratif. Donc là, j'ai travaillé 2-3 heures avec ma comptable qui est adorable comme tout, et ça a été dur pour moi. Tu vois, ça a été très très difficile pour moi. Donc là, c'était du travail pour moi, mais le reste du temps, je travaille pas. Alors, du coup, combien de temps tu passes devant ton ordinateur à faire des choses que tu aimes? Mais pour ton business. Je te dirais que devant mon ordinateur, j'y passe de moins en moins de temps. Ok. Vraiment. Donc tu as vraiment l'impression d'être au téléphone, tranquille. WhatsApp, ouais, beaucoup. D'accord. Ouais, et après, beaucoup de réunions, contact, d'interviews que je donne pour des gens. Tu vois, parce que je suis un mec assez accessible et je me veux accessible. Donc voilà, mais je passe du temps en fait à des interviews, des gens qui me postent sur leur blog, tout ça, mais c'est tout. Parce que j'aime la conversation. Donc en fait, c'est du plaisir, moi, pour moi, ce qu'on fait là. Donc ça va. Là, tu me dis, t'es con, t'es venu de Toulouse. Est-ce que tu fais du travail là? Non. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je ne perçois pas ça comme du travail en fait. Non, déjà, j'ai pas besoin de faire ça pour mon business. Déjà, c'est un plaisir en fait. Oui, c'est un plaisir parce que ce serait pour une autre personne, peut-être que tu vois, je verrais ça plus comme du travail, ce serait chiant et d'ailleurs je le ferais même pas. Mais comme je t'aime bien. Là, tu fais l'aller-retour dans la journée en avion de Toulouse quand même. Hein. Je veux dire, c'est. Mais je trouve ça fun déjà. C'est beau, hein, merci. Voilà, non, avec plaisir, franchement avec plaisir. Mais parce que je t'apprécie vraiment. Et en plus, d'autant plus qu'avant, je t'appréciais pas.
Non, sur les réseaux. Bah oui, sur les réseaux, je t'appréciais pas trop. En fait, tu vois, je voyais pas trop, tu vois, je comprenais les choses d'une certaine lumière, je te trouvais un peu dur, un peu cash, un peu trop cash pour moi. Moi, je suis plus enveloppant. Dans ma manière, on n'a pas le même mode de communication, tu vois. Mais tu vois, quand on avait fait cette semaine, en fait, en bateau, on a fait de croisière ensemble. La croisière avec Martin. Là, j'ai vu l'homme, j'ai vu le cœur, j'ai vu l'homme qui avait envie d'aider les autres. Oui, tu me l'avais dit, c'est vrai. Et tout ça, l'homme qui a envie d'aider les autres, tout ça. Et j'ai vu que tu étais très… tu vois, j'aime bien, tu vois, je t'ai vu récemment, quand on s'est vu à Amsterdam, et tu posais une question, il y avait un intervenant qui parlait de lui, parce que tu t'intéresses beaucoup aux gens, tu es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux autres. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est que cette personne-là, sans jugement, mais j'ai compris ta question, tu disais, mais c'est quoi la valeur que tu apportes dans ce business-là? Et donc, je sens que pour toi, apporter de la valeur, c'est important pour toi. Et ça me touche, moi. Tu vois, donc c'est en ça que je valide l'humain que tu es là-dedans, même s'il y a une façade peut-être qui par moment, pour moi, est un peu, peut-être été en tout cas à l'époque un peu plus dur, mais quand on voit en tout cas le cœur, c'est beau. Donc c'est pour ça que je suis là. Merci. C'est pour ça que je suis là, la vérité, c'est un vrai plaisir. Et donc, je ne sais plus la question. Et donc aujourd'hui, tu ne travailles pas beaucoup et tu profites de la vie, tu as vraiment un business au service de ta vie. Ouais, je crois. Et voilà, tu vis à Toulouse, la vie est belle c'est excellent. Et tu voyages beaucoup, hein, Oui, je voyage beaucoup parce que j'adore voyager. Donc du coup, ça me plaît beaucoup. Là, tu disais, donc là, tu vas à Bali, après tu seras au Mexique, c'est ça? Ouais, Mexique après. Voilà. Donc c'est super cool. J'ai une belle vie. Non, mais finalement, on a beaucoup de points communs là-dessus. Et pour le boulot en plus. Ouais, cool. Voilà, on est dans la même industrie, on a une entreprise au service de notre vie, on a quand même pas mal délégués, on voyage beaucoup. Bon, moi j'ai fait le choix d'aller vivre à l'étranger, toi tu restes en France, ce qui te permet d'avoir des contrôles fiscaux, ce qui est très sympa. Oui, parce que je veux vivre en France. Voilà, non, mais voilà. Pour l'instant, je te charrie, mais. Oui, tu me taquines beaucoup là-dessus. Ouais, je te taquine beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'infopreneurs qui font plus d'1 million par an qui sont partis. C'est aussi intéressant de voir un petit peu pourquoi les gens qui sont restés. Bon, tu as déjà répondu finalement. Hein. Il y a plein de choses. Il y a les choix de vie, parce que je suis très avec mes amis, je vis en France et que donc du coup je veux jouer le jeu de la France. Pour ça, il y a le fait que dans une certaine mesure j'aime la France aussi. Moi aussi. Le social, oui, bien sûr. J'aime le monde aussi. Oui, mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait ça. Je suis quelqu'un qui a un socle très fort, familial, amical, tout ça, et qui est très local aussi, qui n'est pas que local, mais qui est aussi local. Donc c'est important pour moi. Bref, pour toutes ces raisons-là, j'ai une maison, des chats. Bref, voilà. Mais peut-être qu'un jour je rendrai. Les chats, je comprends tout à fait. Hein. Ah ouais. Parce que moi, j'avais ma copine à Dubaï qui avait 2 chats. Je comprends que dès que tu te mets à voyager, c'est compliqué. Quoi. Après, tu as les pet-sitters qui s'occupent d'eux. Mais bon, voilà, c'est pas. Et moi, ils sont 5 étoiles, mes chats. Ils ont 2 chatières, ils ont une pet-sitter qui va tous les jours les voir pour leur donner du temps. Pour vraiment. Voilà, si t'es 6 mois par an à l'étranger, c'est quand même pas un top pour eux. Puis moi, j'ai une maison. Donc, j'ai quand même une maison qui fait quand même 300 mètres carrés, avec des chatières partout. Il y a 3000 mètres carrés de terrain. Donc, c'est le paradis des chats. Ils ont de quoi kiffer. Tu vois, ils rentrent à la maison pour manger, pour faire le truc, ils repartent, ils vont jouer. Ils sont bien quoi. Donc voilà, ils se mettent bien. Ils ont la piscine, ils boivent même des fois dans la piscine, les chats. En fait, c'est pas une piscine, c'est leur gamelle que je leur prête. Et des fois ils m'autorisent, des fois à me baigner dedans. Mais c'est ça, donc non, c'est ça. Mais après voilà, c'est un choix, la France. Peut-être qu'un jour je ferai un choix différent. Le jour où je verrai autre chose. Tu vois, le fait de vivre au cinéma, d'aller au cinéma, parce que je suis pas très anglophone, donc du coup, le fait d'aller voir les films en français, c'est cool aussi. Sortir, aller au théâtre, c'est chouette quoi. Aller faire des comedy clubs, des trucs comme ça me fait kiffer. Tu vois, voilà. Mais après c'est vrai que tu vois, de plus en plus, la langue anglaise, comme toi tu la maîtrises, je me dis ça t'ouvre encore tout un champ. C'est impressionnant. Le nombre de livres en anglais qui ne sera jamais traduit en français, c'est juste une folie en fait. Tu as accès d'un seul coup à une culture dont tu vois que tu vois qu'à travers un filtre, c'est celui de la traduction. Et puis voilà, bon, l'anglais aussi quand tu voyages, c'est étonnant pour quelqu'un qui voyage autant que tu maîtrises pas l'anglais. J'imagine que tu as quand même un niveau de base qui te permet quand même de m'alimenter et d'aller aux toilettes. Oui, et de voyager et de dire je veux aller là-bas. Where is the restroom, please? Et puis je parle couramment le Google Translate. Donc ça c'est vrai que Google Translate c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment bien. C'est vraiment très très bien. Ça traduit directement maintenant, c'est fou. Ouais. Il n'y a plus de problème maintenant. Tu vois, je veux dire, il y a plus de. Enfin, je veux dire. La barrière de la langue n'existe quasiment plus en fait par rapport grâce à tous ces outils incroyables. La 3G est partout, la 4G, l'Internet est partout, donc c'est assez dingue quoi. Donc on a parlé de ton équipe, est-ce que c'est des employés, c'est des freelances? Comment ça fonctionne en termes de structure? J'ai les deux, j'ai des employés et des freelances. Est-ce que tu regardes le diplôme des gens que tu embauches? Non, jamais. Qu'est-ce que tu fais? En fait, d'abord, je valide les valeurs de la personne. C'est pour moi vraiment un point ultra important que la personne, elle matche avec mes valeurs. Avec ce qui match pour moi, avec qu'elle ait envie,
qu'elles me connaissent déjà peut-être, qu'elles connaissent déjà ce que je fais, ce que je propose, et tout ça vraiment, qu'elles soient force de proposition. Tu vois, quelqu'un qui va venir en fait, qui va me dire regarde, j'ai préparé ça, j'ai fait des planches, j'ai travaillé ce truc-là, même mon graphiste, enfin pas mon graphiste, mais la personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux, il est venu voir avec un Instagram, mon Instagram, il avait fait plein de visuels Instagram, il m'a dit voilà quelle gueule ça peut avoir. Et le mec a travaillé à blanc pour moi. Voilà, tu leur fais tester. Là, je me dis waouh. Je fais la même démarche. Bah, le mec, ok, le mec est bon, t'es motivé, t'es au taquet, un super process. Et donc, du coup, les compétences m'importent peu parce que les compétences s'acquièrent. Donc, peu importe, c'est l'humain qui est important pour moi et l'envie qu'il y a derrière. Et l'humilité. Je crois que c'est un point hyper important pour moi, l'humilité. Et l'humilité, la juste humilité. C'est-à-dire que l'humilité, pour moi, il y a ne pas se mettre au-dessus des gens et être humble. Et il y a par moments se mettre en dessous des gens, ce qui n'est pas de l'humilité pour moi. L'humilité, c'est se mettre à la juste posture au service du monde. Si tu te mets, il n'y a pas un humain sur cette terre qui est au-dessus de moi. Il n'y a pas un humain sur cette terre qui est en dessous de moi. Je suis à la même posture que tout le monde, mais je suis au service du monde. Et du coup, si les gens, je vois, ont cette posture-là, ça me plaît. Tu vois, je dis, tiens, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y aura toujours la possibilité de discuter, il y a l'ouverture, il y a tout ça. Donc la personne pourrait être bouchère, charcutière, avoir fait plein de choses. C'est pas grave, on va mettre du temps pour te former, pour trouver, mais on va passer du temps avec toi, mais parce que je valide tes valeurs, ça marche. Et depuis que je fais ça, il y a vraiment une très belle équipe. Vraiment, ça change des fois parce que les gens ont des profils de vie différents, ont des envies de vivre différents. Des fois, il y en a qui veulent être salariés, il y en a qui veulent être plutôt, on va dire, freelance et tout ça, mais après, il faut être vigilant en France. Quand tu prends des freelances, si tu les prends trop longtemps, il faut que tu cadres bien les choses. Tu veux savoir le hack? Pardon? Tu veux connaître un hack pour ça? Oui, je veux bien, oui. Tu sais, parce que tu vois, c'est aussi quelque chose que tu acquiers au fur et à mesure quand tu vis à l'étranger, tu as de plus en plus cette démarche internationale. Dès que tu rajoutes des frontières, en fait, ça hack un peu le système. Donc, si tu prends un freelance en Belgique, par exemple, c'est pas dans la juridiction de l'URSSAF. Ah oui, d'accord, ok. Mais j'en ai beaucoup à l'étranger, voilà, au Canada et tout ça. Bon, mais quand même, l'URSSAF ne peut rien faire. Oui, ils vont pas requalifier un contrat avec un Canadien. Ah, mais ouais, oui, bien sûr. Bah, moi, je le fais naturellement, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Mais, non, mais voilà, mais c'est pareil. Moi, je le fais naturellement. Quasiment tous mes freelances. Je me suis juste rendu compte au bout d'un moment que c'est dingue, c'était pas prévu. Mais en fait, ça rend une partie du code du travail obsolète. C'est fou quand même. Mon prochain livre sera là-dessus, justement, comment Internet et la blockchain, ça disrupte les États-nations. Parce que je pense que c'est un vaste sujet, ça en fait partie, tu vois. Je pense qu'il y a un risque, une chance, en tout cas, un risque, on va dire, un pourcentage de probabilité, c'est ça que je cherchais plutôt, une probabilité que le travail à distance, ça fasse au col blanc ce que les délocalisations ont fait au col bleu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai une équipe internationale. Quand on embauche sur Internet, on se fout un peu de l'endroit à partir de... Moi, c'est Québec. T'as des bureaux physiques ou pas? Oui, je suis en train de les vendre. D'accord, oui, bon, bah, tu vois, et dans notre industrie, on est nombreux à faire ça, hein, je veux dire, c'est comme ça, parce que c'était même pas pour essayer d'optimiser le système, c'était juste 80 mètres carrés, en fait, avec une salle de réunion, tout ça et tout, mais ça sert à rien. Donc, bah oui, exactement, ouais. Donc de toute façon, les gens bossent de chez eux ou d'où ils veulent, on s'en fout, et puis... Alors, tu as parlé tout au long de cette interview des actions et des croyances que tu as qui sont un petit peu différentes, ou même complètement différentes de la plupart des gens, mais si tu devais en donner une, quelle est la croyance que tu as et que la plupart des gens ne partagent pas? C'est une très bonne question. Je n'ai jamais réfléchi à cette question-là. Je ne sais pas si c'est la plupart des gens qui ne l'ont pas, mais j'ai profondément foi en l'avenir. Intéressant. J'ai profondément foi en l'avenir et en mon moi du futur. Et aux humains du futur. C'est-à-dire que souvent, en fait, par souci de contrôle, on se stresse. Et moi, je suis j'ai quand même un terrain très anxieux. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est cette croyance-là. De dire, en fait, fais confiance à ton toi du futur. Il saura faire, il saura gérer la situation. Et donc du coup, des fois, ça m'évite, des fois quand j'ai des trous dans ma stratégie, il y a des trucs où je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si ça. Mais je me dis, ben lâche-toi, tu géreras plus tard. Tu géreras ce truc-là plus tard. Tu vois, donc il y a plein d'exemples comme ça. Tu vois, il y en a plein d'exemples. Tu prends, ne fût-ce que Tesla. Tu vois, au début, le mec, quand même, tu prends Elon Musk, le mec est quand même, tout son business, toute son histoire dans tous ses business, un rapport avec l'humanité. C'est vrai. Il y a toujours un truc, c'est-à-dire qu'il lance PayPal, il s'associe pour PayPal, tout ça, c'est terminal bancaire, c'est tout parce que les banques ont un trust et tout ça le gonfle. Il crée un système pour hacker, dire sur Internet, il y a de l'avenir. Boum, le mec visionnaire, il y va. Après, il dit, bon, on est en train de tuer la planète, on va inventer la voiture électrique, mais la belle voiture électrique qui assure
pas la voiture pourrie, machin. Ok, Ouais. Avant, c'était des pots de yaourt. C'était des pots de yaourt un peu pourris, tout ça, machin, Ouais. t'as pas envie d'y aller parce que c'est pas inspirant. Je vais créer une voiture inspirante électrique. Boum, le mec il dit, ok, il s'associe, Tesla, boum, ça marche. Après, le mec, on va niquer la planète, c'est certain. On va envoyer des fusées dans l'espace parce qu'en fait, à y être, je préfère être le premier tour opérateur pour amener les gens sur une autre planète. On va commencer ce truc-là. Tu penses pas aussi que cette philosophie, ça te permet de ne pas trop t'en faire, de ne pas trop tomber dans l'angoisse, de te dire de toute façon, on finira J'ai par pas trouver besoin une de ça pour solution. tomber dans l'angoisse, tu vois déjà. Tu vois, donc, ouais. Mais est-ce que tu te dis pas, ça peut pas aussi être une manière de procrastiner en te disant, bon bah, je vais pas trouver la solution tout de suite, on verra plus tard. Non, ça dépend pourquoi en fait en réalité, mais je crois que j'ai foi en fait. Tu vois par exemple là, on est dans une période de mutation. Tous les signaux qu'on nous montre, y compris dans le monde de l'infoprenariat, nous montrent comme quoi il va falloir qu'on rebondisse et qu'on pense différemment notre business parce que il y a une vraie récession qui est en train de se mettre en place avec la hausse des prix, avec tout ce qui se passe là, et du coup les gens ont moins de pouvoir d'achat, ou en tout cas ça va toucher au pouvoir d'achat des gens. Donc nous, il va falloir qu'on rebondisse là-dessus. Il va falloir qu'on sache rebondir, il va falloir tout ça. Eh bien, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas plus que ça. Parce que j'ai confiance en ma capacité à lire l'avenir, à lire pas l'avenir, mais en tout cas à lire les tendances, à me connecter aux bonnes personnes pour comprendre, tiens, voilà le système, comment ça va fonctionner, voilà comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et je sais que tu sais, c'est la crise, c'est en japonais, je crois, ou en chinois, c'est danger-opportunité. Le sigle, c'est danger-opportunité. C'est de me dire, ok, comment est-ce que dans ce danger que je perçois, je peux y voir l'opportunité. Oui, donc c'est de la résilience. Ouais, c'est de la avec résilience. une confiance en tes capacités quand même. Oui, Ce qui n'est pas basé confiance. sur une désillusion, mais sur des vrais tests sur le terrain. J'essaye en tout cas d'être entouré. Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je suis un rêveur. Je suis très rêveur, je suis très poète, on va dire, dans ma manière d'être, tout ça. Mais par contre, je sais m'entourer de gens qui sont très pragmatiques. Et donc, du coup, comme je sais m'entourer de gens qui sont pragmatiques et je sais être ouvert à eux, même si des fois ça me bride dans ma créativité, même des fois ça me bloque, c'est pas grave. Parce que je sais que je suis entouré des bonnes personnes pour m'aider là-dedans. Et donc, moi, je suis comme dans une espèce de truc de dire, ok, Yaya, tu sais pas faire grand-chose en vrai. C'est pas grave, parce qu'en fait, tu sais trouver les ressources pour. Moi, j'adore en fait cette situation qu'on rencontre beaucoup de Henry Ford, qui était très critiqué parce que ce n'était pas un grand technicien dans le domaine de la voiture. Et il y a un journaliste un jour sur un plateau qui le chope en lui disant, lui dit, Monsieur Ford, il lui pose une question technique sur la voiture. Il dit, vous voyez, vous ne savez pas répondre à cette simple question, qui est une question technique sur la voiture, tout ça. Et Henry Ford lui dit, vous avez raison, je ne suis pas capable de répondre à votre question. Il peut appuyer sur un bouton. Il dit, par contre, si vous me donnez un téléphone, je vais trouver la meilleure personne dans le monde pour vous répondre. Et moi, je suis très adepte de ça. C'est pour ça que je ne livre pas tout dans mes formations, que j'estime mettre des gens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine-là. Et tant que si je suis le meilleur pour le livrer, je suis objectif, je vais le livrer. Ouais. Mais si je suis plus le meilleur ou que quelqu'un me démontre qu'il est meilleur que moi, je laisse place. Parce que c'est pas ma passion. Le marketing, c'est pas ma passion. Tu vois. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aider les gens à avoir le meilleur service possible. Si pour ça, je dois moi me sortir de l'équation, je me sors de l'équation. Puisque David Lefrançois, à l'époque, quand je l'ai mis en avant, parce qu'en fait au début, dans le premier lancement, soyons très clairs, c'était lui qui était en avant, moi je faisais figure de pot de fleurs à côté. Je livrais bien ce que j'avais à livrer, mais les gens étaient attirés par l'aura de David, par tout ça. Moi j'avais du surpoids, manque de confiance, j'ai plus de surpoids, j'avais de l'obésité morbide, c'était quelque chose de très très fort, j'avais un problème d'image de moi, mais par contre je gérais tellement tout, mon business faisait de l'argent quand même. Donc du coup tu te dis ok, c'est pas grave, tu auras de quoi te payer ton psy plus tard pour gérer en fait le fait que David a toute la lumière et pas toi, c'est pas grave. Mais moi petit à petit ça m'a aidé à grandir ça. Ça m'a aidé à grandir, à me remettre devant la caméra et à être meilleur. À être meilleur conférencier, à être meilleur. Je savais que j'étais en process. Et je sais qu'aujourd'hui, je fais plus jeune que quand j'avais 30 ans. Tu vois, c'est rigolo. Hein, ouais, quand tu vois les photos en fait, de l'époque, tu te dis c'est dingue. Parce que là, tu en as 41. J'ai 41 ans. On a le même âge. Ouais, on a le même âge. Et tu fais plus jeune que quand tu avais 30. Ouais, et c'est fou. Parce que quand j'en avais 30, et j'ai fait un post d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus. Et moi, je ne suis pas ultra suivi sur les réseaux sociaux, mais c'est un post qui avait fait 1000 likes. Parce que en fait, j'expliquais en fait, cette transformation-là. Et en fait, ça avait été dingue, en fait, ce truc-là. En fait, c'est fou. C'est fou ce truc-là. Parce que ça avait vraiment amené, en fait, ce côté, en fait, je me suis construit au début en n'ayant pas confiance, en ayant un putain de syndrome de l'imposteur. Ça ne m'a pas empêché d'arriver à faire 700 000 euros. Et même après, le lancement d'après, on a fait 950 000 euros, quasiment 1 million. Puis le lancement d'après, on a fait 1,2 million. Puis le lancement d'après, en fait, à chaque fois, on a augmenté, quoi, tu vois. Donc, tu dis, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est quand même pas mal, on se démerde bien quand même, tu vois. Et je me dis du haut de mes doigts. Puis après, c'est comme la vie aussi, je crois qu'il faut à un moment donné apprendre aussi à se donner ses médailles.
En fait, c'est apprendre à se décorer soi-même. Décorez-vous de vos propres médailles. Et des fois, en fait, quand on est comme moi j'ai tendance à minimiser ce que je fais bien et amplifier ce que je fais mal. Et en fait, de dire, attends, là, tu as fait un lancement de, ok, mets-toi une médaille. Parce que cette médaille-là, personne ne pourra te l'enlever. Mais là, dans le cercle dont je parlais tout à l'heure, tu accroches tes médailles au mur, tu vois, et dis-toi que cette médaille-là, il n'y a personne qui pourra te la prendre. Tu l'as eu, cette médaille-là. Tu as fait plus d'1 million sur Internet. C'est vrai. Alors qu'à l'époque, c'était impossible. Ouais, c'est vrai. C'est fou, quoi. Ouais. Même 2 millions, en soi. Mais tu vois, c'est rigolo parce que le million, la première fois que tu l'atteins, tu te dis waouh, c'est un truc de fou parce que c'était vraiment Et bien après, tu te rends compte qu'en fait, voilà, ta vaisselle ne se lave pas toute seule. Oui, c'est ça. Il y a rien qui change ta vie quotidienne en fait. C'est juste que tu as atteint ce truc. Mais effectivement, c'est quand même un accomplissement, quelque chose que tu peux accrocher à ton tableau de chasse. Et puis voilà quoi. En plus, moi, en vrai, je m'en fous un peu. C'est pas que je m'en fous, mais ouais, si, je m'en fous un peu. Moi, dès l'instant, ma qualité de vie, elle est bonne, effectivement. Ah bon, on est d'accord. Un peu comme toi. C'est-à-dire que moi, je pourrais faire 300 000 euros par an. Si 300 000 euros, c'est que dans ma poche. Et puis que ça me va très bien, ça me permet de vivre comme j'ai envie de vivre. Oui, mais tu vois, c'est aussi, il faut avoir la gratitude pour les trucs incroyables qu'on a fait. Mais oui, c'est ça. C'est ça les médailles dont je te parlais. Ouais, c'est ça. Et se rendre compte que c'est pas qu'il y a plein de gens qui rêvent de le faire et que nous on l'a fait. Enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Et oui, puis on se rend compte que finalement c'est pas tant ambiguë que ça. Voilà, mais à un moment donné, quand même, tu vois. Ouais, et je suis aussi d'accord pour avec pas toi. trop s'habituer à. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, on est dans un monde de développement personnel, de spiritualité. Sinon, l'argent, c'est pas important. Oui, mais à un moment donné, c'était important pour moi. À un moment donné, je voyais cette target de 1 million et je voulais l'atteindre, cette target-là. Ok, je l'ai fait. Je suis content parce que ça m'a stimulé un temps. Maintenant, ça me stimule plus trop. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire que c'est moins important. Tu vois, ça veut pas dire que c'est moins tout ça. Et ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu es une personne qui n'est que mercantile parce que tu voulais absolument atteindre 1 million à un moment donné. Oui, puis pour un entrepreneur, quand même, l'argent, c'est cool. un score, quoi. C'est cool aussi. C'est un score dans un jeu vidéo. Bah oui, c'est ça. Ouais, le voir comme un jeu vidéo, j'aime bien cette analogie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette analogie parce que c'est ça en fait. C'est de dire, ok, je joue au jeu de la vie, au jeu de l'entrepreneuriat, et c'est ça. Alors c'est facile de le dire quand tu commences à faire quand même un petit peu d'argent, mais je trouve ça cool, moi. Je trouve c'est chouette aussi le chiffre d'affaires. C'est chouette d'en faire et c'est cool. Mais c'est vrai que. Le bénéfice aussi, hein. Mais oui, le bénéfice beaucoup plus. Et moi j'aime bien dire, c'est très grossier ce que je vais dire. Je peux y aller? Vas-y. Je sais, mesurer son entreprise à son chiffre d'affaires, c'est comme mesurer son sexe en comptant la colonne vertébrale. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est ce qui reste qui est important. C'est d'autant plus vrai si tu mets énormément de pubs Facebook et que tu n'es pas super rentable dessus. Tu as des business à 4 millions, mais le mec il gagne 100 000 péniblement. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Ok, tu as trouvé un système, mais c'est dur quand même, tu vois. Donc détends-toi. Tu vois, détends-toi. Détends-toi. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux en fait, là-dessus? En tout cas, bon. Après, il y a plein de choses pour attirer du trafic. Autre que, et toi, tu as très bien compris, de capitaliser sur YouTube. C'est, je pense, une très YouTube, les blogs, tout ce qui est trafic organique. Ouais, l'organique. La pub un peu, hein, mais surtout le trafic organique. Ouais, mais tu te rends compte que les gens qui cartonnent en trafic organique n'ont pas besoin de publicité. La publicité ne pourra jamais rattraper la puissance de l'organique quand tu es bon. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à produire. Je suis en train de craquer mon code pour produire pour le Instagram, tout ça, toutes ces choses-là auxquelles je me suis mis assez récemment. Au-delà de la croyance que tu as, que la plupart des gens n'ont pas, est-ce que tu as des actions que tu fais et que tu as l'impression ne sont pas super communes au quotidien ou régulièrement? Ça dépend de qu'est-ce que je fais aujourd'hui dans le confort dans lequel je suis aujourd'hui, ou qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir le confort que j'ai aujourd'hui. Donc dans ce que tu as fait, alors tu as déjà partagé pas mal, mais si tu voilà. Mais en tout cas, si je sais aujourd'hui des actions au quotidien qui font que les gens ne font pas, je pense que je suis très attentif à mon équipe et à ce qu'ils ressentent, à tout ça, à ce qu'ils soient impliqués dans le processus de l'entreprise. Vraiment, c'est vraiment une co-création. En tout cas, moi, c'est ce que je pense que je fais un peu différemment, c'est que je ne laisse pas à mon équipe je laisse aussi à mon équipe la création et la créativité de certaines choses. Et s'il y a des idées, on peut miser sur des choses que l'équipe a définies. Ça, j'aime ça. Donc ça, je pense que c'est assez, voilà. Je ne prends rien pour acquis me concernant. Je sais qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles peut-être un jour je deviendrai obsolète. Et peut-être que sur ces choses sur lesquelles peut-être je deviendrai obsolète, peut-être qu'il faudra que j'apprenne à rebondir avant là-dessus. Donc c'est ça, je pense, me former, peut-être, tu vois, aller chercher l'information. Pas forcément que dans les livres, mais dans les blogs, dans les podcasts, je vais chercher l'information. En fait, à chaque fois, je me colle à chaque fois à la personne qui me semble être la personne ressource qui peut m'aider, soit dans les podcasts, soit dans ce genre de choses-là. Ça me plaît. J'écoute beaucoup de podcasts, ouais, ça aussi pareil. Des audios et tout ça, donc ça j'en écoute beaucoup. Des podcasts donc en français parce que l'anglais... En français, ouais, essentiellement en français. Tu vois, derrière un que j'écoute que j'adore,
C'est Guerre de Business, je kiffe. La guerre de business, ok. Elle s'appelle Guerre de Business. Ah, guerre de business. Fantastique. Et tu vois les histoires entre Snapchat et Facebook, entre Nintendo et Sega. Voilà, Ouais. tu vois, tu connais ce. Sony et Nintendo. Ouais, voilà, exactement. Non, mais j'ai lu un bouquin sur la guerre entre Nintendo et Sega, très intéressant. Ouais, c'est ça. Et c'est génial en fait. Tu vois, ils vont refaire là. Bref, j'aime beaucoup. Donc ouais, c'est ça. Je pense que je fais ce genre de choses là. Et par contre, ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai travaillé comme un fou. Je me suis. T'as tout donné. J'ai tout donné. Couteau entre les dents. J'ai tout donné, couteau entre les dents, en me disant j'ai pas le choix, il faut que j'aille à fond. En fait, et j'y suis allé à fond vraiment. Et après, c'est dur de lâcher, tu vois, mais après tu lâches pas vraiment. En fait, c'est juste que tu permets à d'autres personnes de le faire pour toi. Et toi, tu gardes toujours la niaque, tu gardes toujours la vision, tu gardes toujours tout ça, mais tu apprends à te donner de la qualité de vie. C'est ça aussi. Que quand tu as la niaque et le couteau entre les dents comme moi, en fait, c'est comment est-ce que tu fais aussi maintenant pour te dire, hey, la guerre, ça va, t'es bien maintenant. Ok, maintenant détends-toi, t'as le droit de te détendre un peu. Tu vois, et te dire, voilà, et c'est ça que je suis en train d'essayer de faire. En y arrivant, j'espère, quand même, de plus en plus. De mieux en mieux, je crois. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on rebondisse un petit peu sur un point fort qui a fait que tu en es aujourd'hui, c'était les partenariats. Parce que tu as réussi à te connecter avec quelqu'un qui te complète extrêmement bien. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les gens qui... Parce que là, les gens qui sont encore là, ils sont ultra motivés. Toi. Ouais, c'est clair. Ils sont chauds, vous êtes chauds, vous êtes super chauds. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour bien trouver le bon partenaire pour faire le bon business? Je crois que je vais revenir aux valeurs, la première chose. Je pense que le sentiment qu'on doit faire naître chez les gens, quand on veut avoir des bons partenaires, c'est 3 types de sentiments. Le premier sentiment, c'est de la sympathie, de l'humanité. Donc là, c'est les valeurs que tu mets dedans. Tout ça, c'est cette humanité-là. Je pense que c'est important, ce premier élément-là. Ensuite, il y a la notion de crédibilité. C'est-à-dire, est-ce que ce partenariat il est crédible? Est-ce que moi je suis crédible pour lui? Est-ce que lui est crédible pour moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me correspond dans la crédibilité professionnelle de la personne? Donc ça, par exemple, si David Lefrançois avait été beaucoup plus connu à l'époque, est-ce que tu aurais été le voir ou pas? Ouais, je pense que j'aurais. Donc c'est pas une question de taille de la notoriété. personne. Ouais, de notoriété. Non, mais par contre, c'est comment est-ce que moi je peux être une opportunité pour lui? D'accord. Tu vois, c'est dans les deux sens. C'est intéressant comme question. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que, en gros, le premier, c'est que la personne me perçoive sympa et que moi je valide ses valeurs et que j'ai du plaisir à passer du temps avec elle. Sinon, ça sert à rien d'avoir un partenaire avec qui tu n'as pas de plaisir à passer du temps. Pour moi, je ne vois pas la vie comme ça. Donc, je ne vis pas pour me faire chier avec quelqu'un. Donc, du coup, je veux valider la personne humainement et je veux qu'elle me valide. Donc, du coup, tu as un espèce de filtre de sympathie, quand même à mettre un costume de sympathie, à mettre. Moi, ça c'est facile, je suis né avec, très simple. Après, crédibilité, c'est ça. C'est comment est-ce que lui est crédible pour moi et comment ça, moi, je suis crédible pour lui. Et opportunité, c'est comment est-ce que lui est une opportunité pour moi et comment moi, je suis une opportunité pour lui. Et donc, c'est toujours se poser la question de, plus tu prends quelqu'un de célèbre, de riche, célèbre, comment est-ce que tu peux être une opportunité pour lui? Et je trouve que c'est intéressant. Quand on était à Amsterdam, David Laroche partageait ça. Tu vois, quand on discutait, tu te rappelles, on parlait de comment il était arrivé à avoir toutes les interviews qu'il avait réussi à avoir. Il parlait de celle de Richard Branson. Et en fait, il disait, ce que j'ai dit, je me suis dit, le mec, il a été interviewé par des millions de personnes, en fait. Et il a dit un truc du genre, il a dit un truc, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit, mais il a dit, en fait, je vais faire l'interview que personne n'a fait de toi. Absolument. Un truc comme ça, je crois qu'il a dit. L'interview que les gens vont regarder après ta mort. Ouais, voilà, c'est ça. Pour savoir qui tu étais, un truc comme ça. Il lui a fait un très bon storytelling angle et tout ça. C'est ça, ouais. Et ça, tu vois, alors pour une fois, on s'est retrouvés une quinzaine d'entrepreneurs en fait, à Amsterdam, tous ensemble. Ouais. Et du coup, c'était un temps de mastermind et d'échange qui était vraiment cool. Et du coup, on partageait ça. Et c'était vraiment cool, en fait. Et tu vois, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est comment tu peux toucher la personne émotionnellement. Comment est-ce que tu as une opportunité pour elle, mais tu l'amènes sur une vision qui est une vision qui est beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus grande que toi, beaucoup plus grande que tout, en fait. À te dire, putain, je contribue à quelque chose de grand, à faire quelque chose de grand. Et je crois que ça, c'est important, en tout cas, de détourer ce point-là dans tes partenariats. De te dire, comment est-ce que je peux détourer ça? Et moi, je sais que, par exemple, et puis je crois qu'on valide d'abord l'humain avant la transaction. Tu vois, c'est la connexion avant la transaction. Tu vois, d'abord, tu connectes vraiment, parce que des fois, sur le papier, vous allez croire que le partenaire, il est parfait pour vous, mais dans l'humanité de la personne, ça ne matchera pas avec vous. Ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, c'est juste dire que ça ne matche pas avec vous. Et je crois que vous devez aussi avoir suffisamment d'amour propre pour vous dire que
ce n'est pas que vous qui le choisissez, il n'a pas que lui à vous choisir, mais vous le choisissez aussi. Alors, vous choisissez mutuellement. Et ça, je crois que c'est important aussi, de ne pas se sentir plus petit que ce que l'on est. Et être dans une véritable posture d'humilité. Personne n'est en dessous de moi, personne n'est au-dessus de moi, mais je suis au service du monde. Et te dire que cet associé-là, il ne sera pas au-dessus de vous là, au-dessus de vous, pas en dessous de vous, dans son humanité, mais par contre, il va peut-être pouvoir vous apporter des choses qui peuvent peut-être être intéressantes pour vous, de la visibilité, un savoir spécifique, une connaissance spécifique, peu importe. En tout cas, quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. Et pour moi, un associé aussi, c'est avoir quelqu'un que vous ne seriez pas capable de payer pour faire ce qu'il fait, tellement la valeur est importante. Ok. Tu ne pourrais pas le payer, tellement ça serait Donc, cher. à la fois, tu lui apportes beaucoup de valeur, mais lui, il doit t'apporter une valeur de fou aussi. Oui, bien sûr, enfin apporter en tout cas au projet. Oui, tu n'aurais pas pu te payer David pour faire un produit ensemble. Non, c'est ça. Et puis, c'est comment est-ce que je mets mon ego au service du projet. Et les égos de chacun et nos talents et au service d'un projet, de quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pas que nous qu'on alimente, c'est aussi un projet. Et ce projet-là, si la vision est belle, qu'elle est grande, qu'elle fait grandir le monde, qu'elle apporte de la valeur, ça va s'auto-alimenter, ça va grandir tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et comment tu fais pour faire une offre irrésistible à ton partenaire? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'une fois que tu l'as repéré, une fois que tu sais que tu dois aller parler à David Lefrançois et lui apporter de la valeur, comment tu fais pour qu'il ne puisse pas te dire non? Ou que, en tout cas, tu maximises tes chances pour qu'il te dise oui? À l'époque, ça s'est fait parce que David est quelqu'un de très intuitif. Et donc, du coup, naturellement, on s'est fait confiance. Okay. Donc, pour lui, en tout cas, c'était comme ça, s'est fait comme ça. Mais tu lui as quand même proposé quelque chose qui l'intéressait fortement, c'est ce que tu dis. En fait, je lui ai dit, moi je lui avais dit, mais comme beaucoup de gens, j'avais dit, tu sais, le savoir que tu as, couplé à des stratégies business et tout ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment cartonner. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont sur le carreau, quand on fait plein de formations, marketing, tout ça, des formations, tellement de gens qui sont sur le carreau, et qui finissent sur le carreau. Et donc, du coup, je pense qu'il y a besoin d'aider ces gens-là, qui sont bienveillants, tout ça. Et lui, il me dit, mais oui, mais en plus j'ai des coachs, ça vraiment. Lui, il formait des coachs, donc du coup, il y a eu comme un espèce de truc vertueux derrière. Il s'est dit, putain, oui, il faut qu'on fusionne nos écoles, et c'est ce qu'on a un peu fait, quoi. On a fusionné nos écoles, chacun est propriétaire de son école, mais on a quasiment fusionné, on est très frères, en tout cas dans la manière de fonctionner. Et ouais, je crois que ce serait ça, moi, si je devais en tout cas aborder un nouveau partenaire, d'abord je créerais la connexion humaine. Que ça. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on s'apprécie vraiment? Est-ce qu'on se kiffe vraiment? Et ensuite, comment est-ce que je peux être une opportunité pour toi? Okay, ouais. Et comment est-ce que pour toi, ça peut être un plaisir d'être un partenaire pour moi? Un plaisir et une opportunité pour toi. Les deux. Se dire, tiens, j'ai bien envie. Tu sais, tu vois, j'ai bien envie de communiquer pour Yaya parce que je l'aime bien, je l'ai vu à plusieurs événements, il est cool. J'aimerais bien communiquer. Il n'y a pas que l'argent en jeu. Il n'y a pas que l'affiliation, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois, c'est top. Mais c'est, ouais, écoute, j'ai bien envie. Ça convertit bien, c'est cool, j'y vais. Tu vois, ça serait cool. Tu vois, et je me dis, et je veux jamais que ce soit de la pression. Je mets jamais de la pression. Tu vois, je dis, tiens, si un jour tu as envie, je fais ça. Tu vois, je le propose. Tu vois, je vais le proposer. Je dis, écoute, si le cœur te dit, voilà, mais soit, je propose en donnant la clé à la personne pour pouvoir sortir de la boucle relationnelle, enfin de cette demande-là, en gardant sa dignité, en n'étant pas un connard, en étant, tu vois, vraiment dire, regarde, moi, l'humain que j'ai en face, il me plaît, je le kiffe. Maintenant, si tu veux venir, viens, c'est avec plaisir. On sait faire le job derrière. Et voilà. Et du coup, la personne a dit oui ou non. Puis il y a des fois des partenaires qui sont venus et me disent, oh, ça n'a pas transformé, ça n'a pas marché. Ils ont fait une fois et c'est resté des potes. Tu vois, c'est resté des très bons potes, quoi. Ou des potes qui m'ont dit, ah, mais tu sais, c'est un peu pareil que moi, ou tu sais, ça les dérangeait, tu vois, que ce soit un peu. Ils avaient l'impression que c'était un peu concurrent, alors que moi, je l'avais plus comme des confrères. Mais c'est ok, tu vois. Et du coup, ils ont plus fait, c'est ok. Tu vois, ça m'empêche pas d'apprécier la personne. Tu vois, mais c'est d'abord la connexion humaine pour moi. En tout cas, c'est ça que je vois. Ok. Bon, écoute, super, on a vu vraiment beaucoup de choses. Avant de se quitter, est-ce que tu as 3 livres à recommander aux gens qui sont là et qui sont toujours au taquet? Écoute, je considérais La maîtrise de la persuasion de Napoleon Hill, qui est un livre pour moi exceptionnel sur comment développer un esprit de vendeur. J'aurais aimé écrire ce livre. Je le préface, mais bon, voilà, j'ai la chance de le préfacer. Je recommanderais Le Non, c'est bon de Dale Carnegie. D'accord. Non, c'est bon. Non, pardon, pas de Dale Carnegie, de Richard Fenton. Ah, je veux dire parce qu'il n'est pas connu. Richard Fenton. C'est Le Non, c'est bon. C'est comment est-ce que tu apprends à encaisser le non et à comprendre que le non est
voilà, est quelque chose qu'on doit apprivoiser, qu'on doit apprendre à apprivoiser. Le refus, le non, qu'on doit apprendre à apprivoiser. Après, lequel je pourrais te recommander, que je trouve bien. Sur la détermination, je te dirais Le Fonceur. Le Fonceur. Okay. Ouais, un livre qui s'appelle Le Go-Getter, je crois. Et en fait, en français, ça s'appelle Le Fonceur, qui est un livre sur le lâche-rien, le mec qui lâche pas l'affaire. Je trouve ça chouette. C'est des petits livres en plus qui se lisent très, très facilement. Après, comment se faire des amis de Dale Carnegie. Enfin bon, il y en a 4, 5, il y en a tellement. Évidemment que je conseillerais mon livre, mais je pense que c'est malvenu de le donner ou le tien. Du coup, tout le monde n'a pas la chance. Non, je veux dire, ton livre. Ouais, mon livre, c'est Les gentils aussi méritent de réussir. Pourquoi? Parce que si vous vous sentez trop gentil, c'est le livre qui va vous donner, selon moi et selon ma vision et mon intention dans ce livre, ce qui se dit de ce livre, vous donner les autorisations justement si vous êtes gentil pour réussir, parce que c'est pas antinomique, c'est pas opposé. C'est pas parce que tu veux réussir que tu n'es pas quelqu'un qui peut être profondément gentil et assumer pleinement ta gentillesse tout en étant gentil, et de comprendre aussi que la gentillesse n'est non seulement pas une entrave au business, mais d'une très grande aide pour le business et pour aider. Si mes partenaires m'ont fait confiance, c'est parce que j'étais gentil et qu'ils avaient confiance en moi. Si mes clients m'ont fait confiance, c'est pour ça. Si mes patrons m'ont fait confiance, c'est pour ça aussi. Et si on m'ont fait monter les échelons, c'est pour ça aussi. Parce qu'ils avaient confiance en moi et qu'ils savaient que j'avais des valeurs et que je n'allais pas leur faire un bébé dans le dos. Et ça, je crois que c'était important. Voilà, donc tous ceux qui veulent en savoir plus sur toi peuvent peuvent lire le livre. Il est dans toutes les bonnes librairies de France, de Navarre. Voilà, exactement. Okay. Exactement, vous l'avez sur Cultura, Amazon, Fnac, toutes les librairies. Je vous conseille de faire travailler un petit libraire, c'est quand même toujours mieux. Et ça, je trouve que c'est... en tout cas, je suis fier de ce livre. Merci beaucoup, Yannick, d'avoir partagé tout ça en toute transparence. Avec tout plaisir, merci pour l'invitation. Avec toute ton intelligence émotionnelle qui te caractérise. Salut. Merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes motivés, vraiment. Voilà, si tu es toujours là, c'est que tu fais partie des 10, des 5, des 2% les plus motivés à avoir été jusqu'à la fin de la vidéo. Dans ce cas-là, je te propose de te manifester dans les commentaires en disant Team 2%. Et également, est-ce que tu penses à au moins une personne qui pourrait être impactée positivement par cette vidéo? Si oui, tu es libre de lui partager. Peut-être que ça pourra changer sa vie ou au moins l'inspirer positivement pour faire quelque chose dans sa vie. Je te dis à très vite pour la prochaine interview du podcast des Rebelles Intelligents. Et en attendant, je te félicite encore pour faire partie de la team des 2% les plus motivés. Ciao!